quand je te parlais de trouver le sens de sa vie. Travailler pour un grand groupe, ils avaient une stratégie d'écrémage des directeurs exécutifs. J'ai été gentiment remercié. Et là, finalement, ça a été une formidable opportunité de rebondir et de me dire, bah, finalement, qu'est-ce que je veux réellement de ma vie? Là, maintenant, je suis au pied du mur. J'ai été licencié. J'avais un poste sur un fauteuil doré avec des conditions absolument incroyables. Pas que salariales, mais aussi toutes les conditions annexes à un grand poste de direction que j'ai eu la chance d'avoir assez jeune, finalement, hein, parce que j'ai eu ce poste-là. J'avais même pas 30 ans. Et, mais finalement, c'était pas ma place. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de sauter de ce bateau doré et de monter sur ma barque. C'est ça, c'était mon radeau à moi et je savais que pour le coup, j'allais être sur le bon support et j'allais dans la bonne direction et j'étais au bon endroit au bon moment. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre, et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir, et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter le parcours hors du commun de Nicolas. Après des études de STAPS et un master en management des organisations sportives, il tombe par hasard sur la finale de koh Lanta. Et là, il se dit pourquoi pas moi. Il devient alors un candidat de cette incroyable aventure. À sa sortie, il gravit très vite les échelons de l'entreprise jusqu'à obtenir un poste de direction des événements et loisirs. Nicolas a tout pour être heureux, mais il n'est pas à sa place. Il profite de son licenciement pour trouver ce qui apporte du sens à sa vie. Être sur scène pour aider les autres. Nicolas est aujourd'hui conférencier professionnel et continue les aventures exceptionnelles. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Nicolas Felguer. Bonjour Nicolas. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? J'ai choisi un chèche que j'ai actuellement autour du cou. Je pense que vous le voyez bien. Un chèche, écoute, ça n'a pas été facile hein, quand tu m'as demandé de choisir un objet qui me représentait le plus. J'en ai forcément, comme beaucoup, je pense, de personnes, un certain nombre. Finalement, j'ai choisi le chèche parce que c'est un objet que j'utilise beaucoup et que j'ai dans différentes sphères de ma vie. Je l'ai autant quand je monte sur scène que quand je pars en aventure, que quand j'ai besoin de me réchauffer, que quand j'ai besoin de dormir, quand j'ai besoin de, alors pas dormir au quotidien, mais en tout cas quand je suis dans une aventure dans le désert ou en pleine montagne et que j'ai besoin de quelque chose de réconfortant, en tout cas autour de moi, j'ai cette particularité d'avoir mon chèche parce que l'avantage d'un chèche aussi, c'est que c'est assez multifonctionnel. C'est-à-dire que ça permet de pouvoir se protéger les yeux si on a besoin de dormir et d'avoir un moment je dirais, plus sombre. C'est un objet qui nous permet de pouvoir nous sécher. Ça m'est arrivé de devoir sécher mes enfants et moi-même dans un endroit où on n'avait pas de serviette, hein, en pleine nature. C'est un objet qui nous permet de nous protéger du vent, de la pluie, du froid. Enfin voilà. Donc c'est un de mes objets fétiches et c'est ce que depuis des années j'ai souvent sur moi et qui me caractérise. Il y a beaucoup de gens en pensant à Nicolas me voient ou m'imaginent avec le chèche autour du cou. Voilà. Trop chouette. Avant de parler de toutes ces aventures que tu as vécues, est-ce que tu pourrais nous parler de là où tu as grandi? De là où j'ai grandi. Écoute, moi je suis alsacien d'origine, donc j'ai grandi dans l'est de la France, dans une région absolument sublime, comme je le dis souvent. L'Alsace, c'est une région qui est riche, hein, parce que c'est une région des trois frontières. C'est-à-dire qu'on est frontalier avec la Suisse et l'Allemagne. Euh, voilà, hein, une région où on est attaché à notre culture, à nos racines, à nos valeurs. Voilà, c'est comme je le dis souvent dans le monde, partout où je voyage. L'Alsace, c'est la capitale de Noël, donc c'est la terre du Père Noël, tu vois. Donc c'est des moments assez magiques, des moments de vie, des moments de partage, des moments de fête, notamment avec les enfants. Moi, j'ai la chance d'avoir deux petites filles sublimes et je leur ai transmis cette passion voilà, de Noël, de la culture de Noël.
En Alsace, il fait bon vivre, on mange bien. Alors, on n'a pas le soleil, hein, comme à Marseille, à Nice ou à Monaco, mais des fois, le froid nous permet de nous réchauffer et de créer des instants de partage et des instants de convivialité assez importants. Voilà. Ouais, et puis les Alsaciens, vous avez un côté vraiment très chaleureux, très, très sain dans le bon sens. Enfin, c'est travailler avec des Alsaciens, c'est un bonheur. Bah, je te remercie. Ouais. Écoute, en tout cas, on a une réputation, effectivement, d'être, une fois que le cœur s'est ouvert, d'être assez fidèle et on est assez, je dirais, droit dans nos bottes et de manière générale, hein, j'aime pas faire de clichés ni de généralité, mais c'est vrai que quand tu passes en Alsace, en général, au-delà des fois de moments un peu plus vieux, tu te rends compte que le cœur des Alsaciens est souvent assez riche et assez chaleureux. Ouais. Et quel type de petit garçon tu étais? Aïe, 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 très bonne question, ça, Charlotte. C'est pour ça que tu fais ce métier. Quel Merci. type de garçon j'étais? J'étais un petit garçon. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui je suis conférencier aventurier. J'étais un garçon qui avait tout le temps envie de parler et qui était tout le temps en permanence à la recherche d'aventures et de sensations fortes. Des fois au grand bonheur et en même temps des fois au grand désespoir de mes parents. Euh, j'ai trois sœurs qui sont sages comme des images, qui étaient, quand on leur disait tu te poses là, tu fais tes devoirs, tu te poses et fais ce que tu as à faire, elles le faisaient presque quasiment ni sans cheminer, ni sans broncher, ni naturellement, sans rien leur dire. Et puis moi, j'étais tout l'inverse. Donc il fallait réussir à déjà à m'attraper, parce que souvent je me barrais dans tous les sens. Je me barrais quand on était en vacances, je me barrais quand j'allais faire les courses avec mes parents, je me barrais quand on marchait dans la rue. Enfin, c'était compliqué pour moi, surtout petit. Après, en grandissant, forcément, tu t'assagis un peu, mais enfant, c'était compliqué de me tenir. J'étais une boule d'énergie, comme une espèce de boule à 2000 degrés qu'il fallait réussir à canaliser. Et pourquoi tu Voilà, partais? avec malgré tout des bonnes choses, hein, parce que j'ai toujours été, on a toujours dit de moi que j'étais un enfant gentil avec un bon fond, mais que c'était très difficile de réussir à me contenir et à réussir à canaliser mon attention. Donc voilà, j'avais en permanence cette envie voilà, d'aller braver les interdits, d'aller braver les dangers. J'ai fait un nombre de séjours incalculable à l'hôpital, voilà, à, avec des bras cassés, des jambes cassées, des trous ici, des trous dans la tête, des trous ici. Enfin, bon, après, voilà, c'est dans mon ADN et moi, je crois beaucoup à ça. Je pense qu'on vient chacun sa génétique, avec son ADN, avec sa manière de vivre et surtout avec qui on doit devenir réellement dans la vie. Et mes parents ont découvert ça au fur et à mesure des années. Voilà le petit garçon que j'étais, si ça peut Et répondre à pourquoi ta tu question. partais? Pardon? Pourquoi tu partais? Ah ben je partais parce que j'aimais la vie, parce que j'aimais les gens, parce que j'aimais découvrir, parce que j'aimais fondamentalement parce que j'aimais le risque, j'aimais le danger depuis tout petit. J'ai toujours aimé voilà aller flirter avec cette frontière entre eux, même petit, hein, entre rester dans ma zone de confort avec papa maman et me perdre. Et quand je me perdais, j'étais nourri. Alors ça, je l'ai découvert plus tard de manière consciente, mais inconsciemment petit. Un enfant de 4 5 6 ans, il reste dans sa zone de confort, hein. Il veut rester à côté de son papa et de sa maman pour être en sécurité. Moi, déjà, depuis tout petit, j'aimais flirter avec cette frontière où je me barrais et quand je partais, j'avais à la fois très peur. Je me souviens avoir eu des moments de peur et en même temps des moments de joie et d'excitation absolument incroyables quand je me retrouvais tout seul dans un bus ou voilà, je me suis beaucoup perdu, hein. Mes parents, même en essayant de donner une attention importante, m'ont perdu plusieurs fois parce que ils se retournaient ne serait-ce que 5 secondes et j'avais déjà fait 30 mètres. Donc, si tu es dans une foule ou en pleine ville ou sur une plage, tu le sais, hein, t'es maman, moi je suis papa aussi. Ça, bon, moi j'ai la chance d'avoir deux filles qui sont à l'image de mes sœurs, donc gentilles, qui restent là, qui restent posées, qui se barrent pas, qui sont simples à gérer. Mais au Ouais. quotidien, quand tu as un petit garçon qui a une tendance à tout le temps vouloir partir, à aller découvrir la vie, à Ouais. aller découvrir les autres, à aller discuter avec les autres, moi partout où j'allais, en l'espace de 5 minutes, je me faisais copain avec le boulanger, avec le chauffeur de bus, avec le SDF dans la rue, avec le policier, mais je te dis 5 minutes, même c'était plus court que ça, parce que je posais des questions, parce que je lui demandais si ça allait, parce que je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait là, c'était quoi son métier, comment est-ce qu'il gagnait de l'argent, enfin tu vois. Ouais. Et des fois, mes parents me retrouvaient dans des situations assez cocasses. Et c'était quoi à ce moment-là tes rêves quand tu te disais, oh, quand je serai grand, tu t'imaginais que tu ferais quel métier tu allais faire?
Alors écoute, assez rapidement, je savais que j'allais faire un métier de scène parce que mes grands-parents avaient un théâtre pendant plus de 40 ans. Donc moi, j'ai déjà grandi dans un univers de spectacle et de théâtre, de scénographie, etc. Donc déjà petit, je savais que de toute façon, alors je pense qu'avant 6-7 ans, c'était pas conscientisé, c'était inconscient. Mais, euh, mais je savais que ma place, elle était sur scène parce que je l'avais déjà dans mon ADN et parce qu'en plus, la vie a fait alors ça c'est un long débat, hein, c'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais je pense que mon âme est arrivée dans cette vie-là parce que j'avais besoin d'assouvir peut-être encore plus ou d'aller peut-être au bout d'un chemin avec ça. En tout cas, très jeune, je savais que ma place était à la fois d'être sur scène et à la fois d'aider les gens, parce que j'ai mis des années et des années à trouver réellement le sens de ma vie et ce pourquoi j'étais fait. Et la réponse principale, au-delà de monter sur scène, c'était vraiment le fait d'aider l'humain. Comme moi, à une certaine période, j'ai eu besoin d'être aidé et on m'a aidé, on m'a accompagné pendant des années. Et je savais que que ma mission de vie, que ma contribution dans cette vie-là, en tout cas, était de pouvoir aider au maximum, comme moi, on a pu m'aider. Ça me parle beaucoup parce qu'en fait, Mhm. comme je te disais hors micro, j'ai créé le podcast suite à mon burn-out. Et après avoir lancé le podcast, je me suis dit comment je fais en sorte de pouvoir vivre du projet Pourquoi pas moi. Et j'ai créé un programme qui permet de trouver sa mission de vie et bon, que j'ai assimilé à un bilan de compétences pour faire en sorte qu'il soit finançable par le CPF. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de dire, on a tous une raison d'être, on a tous une singularité, des talents, et tout ça, c'est au service de quelque chose euh, pour, euh, pour pouvoir contribuer. Et le contribuer, il peut être en effet d'aider, ça peut être n'importe quel métier ou quand on est à sa place. Donc, ça me parle beaucoup. Ouais, c'est sûr que moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai mis 10 ans à trouver le sens de ma vie et ça a été long. Ça a été un chemin magique, un chemin exceptionnel. Et je me rappelle de ce chemin-là, hein, qui a duré plus de 10 ans, où à chaque fois que j'étais à une place, finalement, la société, l'extérieur me disait, mais Nicolas, ça y est, tu es dans une super place, t'es à ta place, tu as ce que la plupart des gens rêvent. Alors, si tu te doutes bien, quand les gens te disent ça, c'est que c'est souvent lié à l'aspect matériel et financier. Ça, C'est de c'est loin pas lié à ton être et à qui tu veux devenir et à qui tu es dans la vie ou à qui tu aspires être par rapport à ton chemin de vie. Parce que autour de moi, j'ai jamais baigné dans un environnement de développement personnel. J'ai baigné dans un environnement de sportifs. Donc oui, il y a du développement personnel, mais de manière connexe. C'est pas directement des gens qui vont s'intéresser à ta psychologie, à pourquoi est-ce que finalement tu n'as pas encore trouvé le sens de ta vie, etc. Même si j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi, le choix des études? Voilà, le choix des études, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué parce que déjà, moi, j'ai commencé à travailler réellement et à m'investir un minimum au niveau scolaire à partir de mon année de terminale. Avant mon année de terminale, l'école pour moi, c'était un, ouais, je peux le dire honnêtement, même en pesant mes mots, c'était un calvaire. C'est-à-dire que l'école, c'était pas mon truc. J'ai toujours dit à mes parents que mes enfants n'iraient jamais à l'école ou alors qu'ils feraient une école alternative et c'est le cas aujourd'hui. Mes enfants sont dans une école différente avec une pédagogie alternative. C'était pas mon truc d'aller dans une classe, de m'asseoir devant un prof et de m'asseoir sur une table en bois pendant des heures et faire des exercices. Donc j'ai réellement commencé à travailler à partir de mon année de terminale. Mon année de terminale m'a permis d'avoir un minimum d'accompagnement pour pouvoir passer mon bac et ensuite faire quelque chose qui allait donner du sens à ce que je voulais faire. La seule chose qui me donnait du sens à ce moment-là, au-delà de la psycho, c'était le sport. Je suis parti à l'université de sport en STAPS, que tu dois connaître en France. Mm. Mais ça a été un long chemin de réflexion, d'exploration de ce que je voulais vraiment faire et là où je voulais vraiment aller. Ça a failli bifurquer vers la psycho, sauf que pour moi, les débouchés étaient beaucoup moins importants à ce moment-là de ma vie. Si c'était à refaire, très honnêtement, je ne sais pas si je referais une fac de sport, mais encore une fois, il n'y a pas de regret à avoir sur le passé. Le passé est le passé, mais euh,
sachant que en fac de sport, tu as quand même la possibilité de prendre quelques modules liés à la psychologie, psychologie sociale, psychologie de l'enfant, psychologie de l'histoire, psychologie du sport, etc. Donc, je faisais quasiment tous mes modules d'options autour de la psycho et de la psycho du sport. Euh, et quand avant de passer mon bac, la du lycée est venue et devait prendre un petit peu les infos sur les orientations de chacun. Et quand je lui ai dit que je voulais partir en fac de sport, elle m'a dit, mais tu réussiras jamais parce que ça fait des années que tu n'as plus fait de matière scientifique, tu travailles pas assez, t'es pas assez investi, ça marchera jamais. Toi, tu as un profil très commercial, on va te mettre dans une boîte type BTS ou IUT ou quelque chose comme ça. Sauf que moi, mon instinct était ailleurs. Et les chiffres étaient, je crois, de 2 ou 3% des gens qui sortent d'un baccalauréat technologique pour aller vers l'université sont de 2 ou 3% de réussite. Et finalement, encore une fois, comment dire, j'ai contré les chiffres parce que pour moi, quand tu as l'instinct et que tu as la passion, en fait, les chiffres n'existent plus en réalité. Les chiffres n'existent plus, donc je suis parti en fac. J'ai passé toutes mes années jusqu'à mon master 2. J'ai soutenu une thèse euh, jusqu'au bout de mes études et finalement, je suis allé loin, entre guillemets, dans les études, même si pour moi, aujourd'hui, c'est qu'une petite clé ou qu'une image, mais finalement, ça a été vers le sport que ça s'est dirigé. Ouais. Tu as fait Kedge, c'était Kedge Bordeaux ou Kedge Marseille? Kedge Marseille, Ah. voilà. J'ai terminé. Tu as fait Kedge aussi, toi? Non, mais j'habite à Marseille. Ah, ben moi j'ai terminé, j'ai fait 3 ans à Marseille, ouais. J'aime beaucoup Marseille, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle j'aurais beaucoup de plaisir à. Je viens de temps en temps donner des conférences à Marseille, ça m'arrive assez régulièrement. Mais ouais, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Marseille et j'y ai vécu au total 3 ans parce que j'ai terminé mon Master 2 là-bas Mm. et je me suis installé, j'ai travaillé à Marseille pendant au total 2 ans. Et du coup, c'était quoi ton premier job? Alors, mon tout premier job était dans le sport. Alors, j'étais à la fois au Club Med parce que j'étais saisonnier au Club Med l'été quand j'ai terminé mes études. Travaillé plus de 7 ans, quasiment 8 ans au Club Med. Et en parallèle, quand j'étais pas en saison d'été, je travaillais dans le monde du sport de manière générale. J'ai travaillé pour Gore-Tex, j'ai travaillé pour l'UCPA, j'ai travaillé pour des resorts en management du sport, puisque mes études étaient sur la thématique du management du sport international, donc dans l'organisation et la création d'événements sportifs. Voilà, donc j'ai commencé directement en stage et dans mes études, et à la fin de mes études dans ce type d'organisation. Tu as décidé de faire koh et tu as été retenu. Mm. Quelle a été la démarche, du coup, de vouloir faire koh? La démarche, c'est que il y a un soir, il y a des potes qui organisaient une soirée et cette soirée me plaisait pas du tout. Donc je leur ai dit, écoutez, j'ai pas envie de vivre ce moment-là. Je vais rentrer chez moi. Je suis rentré chez moi. Je me suis posé. Enfin, à l'époque, j'étais chez mes parents. Parce que j'étais en déplacement. J'allume la télé et je tombe sur le dernier épisode de koh de la saison avant la mienne. Et je suis pris au jeu. J'avais jamais regardé koh avant. Je Je n'avais suis jamais pris au regardé, jeu. d'accord, ouais. J'avais jamais regardé un seul épisode de koh avant ce fameux épisode de la fin de la saison 5. Et je vois voilà, des garçons et des filles qui m'inspirent, comment dire, une aventure, un moment de vie qui me parle beaucoup. Et je me dis, ça, c'est un truc qui clairement est fait pour moi à 4000%. Donc l'émission se termine. À la fin, Denis Brognard dit, voilà, on ouvre les castings à partir de ce soir. Le numéro de téléphone s'inscrit ici. Appelez et regardez comment vous pouvez suivre tout le processus. Et je suis rentré dans le processus à ce moment-là. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai passé mon premier casting à Marseille, puisque j'étais entre l'Alsace et Marseille à ce moment-là. Et j'ai fait mon premier casting à Marseille parce qu'ils en font dans les 4, 5 plus grandes villes de France. Voilà, donc un long, long, long chemin de casting, hein, parce que sur ma saison, on était quand même 160 000 candidats, donc 160 000 pour 16 élus, ça fait quand même pas beaucoup de chance. Et puis finalement, voilà, je suis allé au bout de l'aventure et je me suis retrouvé à vivre cette expérience-là. Comment ton entourage a réagi quand tu as dit que tu t'étais inscrit à koh? Alors, en fait, l'entourage, il est censé ne pas savoir du tout que tu pars faire koh c'est-à-dire que vraiment, il y a les gens très, très proches. Tu sais que c'est extrêmement cadré, hein. Tu es sous contrat, personne ne doit le savoir. Donc, à part mes parents, euh, même mes sœurs n'étaient pas au courant, Ah ouais, même mes meilleurs amis ne l'étaient pas. Et on a dû inventer un truc que je partais au Canada faire un stage de hockey sur glace.
vraiment leur faire comprendre que j'allais partir loin et que j'allais très probablement ne pas être connecté avec eux par téléphone ou autre. Mais mes parents étaient comme des dingues, ouais. Étaient comme des dingues, en même temps pas surpris par la démarche parce que ça faisait des années qu'ils vivaient des expériences ou des choses un peu similaires avec moi, pas nécessairement une expérience à la télé, mais en tout cas beaucoup de, comment dire, pas de surprise, mais bon, de fierté, surtout par mon papa déjà, mais au-delà de la fierté, le fait d'avoir un de leurs enfants qui finalement se bat et se bouge pour aller réaliser ses rêves. Et ça a pas de prix. Tu le sais, tes mamans, quand tu vois tes enfants se rapprocher de quelque chose qui leur fait vraiment plaisir ou qui les rapproche de qui ils sont, c'est une fierté ou une gratitude absolument immense. Et tu avais quel âge à l'époque? J'avais 27 ans, D'accord. parce que je l'ai fait en 2006, ouais. Je l'ai fait en Comment 2006, donc j'avais 27 ans. J'étais à l'aube de mes 27 ans, ouais. C'est ça. Et entre le rêve et la réalité, quel a été le delta? Surtout que si tu avais, j'imagine que du coup, tu as dû regarder des émissions pour te préparer, tu as dû quand même regarder les épreuves mythiques et compagnie. Écoute, pas tant que ça, j'en ai regardé un petit peu, mais pas tant que ça. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai fait la pire des préparations qui existent au monde, je pense. Ça, je l'ai appris après, et je l'ai appris à mes dépens sur place pendant l'aventure. Mais quand tu te prépares à une épreuve comme koh ou une épreuve de survie de manière générale, il faut habituer ton corps et ton psychique à être dans une démarche de survie. Donc, il faut arrêter de dormir dans un lit, il faut arrêter de prendre des douches bien confortables, mais plutôt prendre des douches froides. Faut manger moins pour préparer la descente alimentaire. Moi, j'ai fait exactement l'inverse. Je dormais dans un lit super confortable, je me douchais à l'eau chaude, je m'entraînais 5 fois par jour, je prenais 5, 6 repas par jour. J'ai pris 10 kilos de muscle en l'espace de 2 mois, de 2, 3 mois. Enfin, donc, je me suis très mal préparé physiquement et enfin, mentalement en même temps. J'ai fait plus de 15 ans de sport de haut niveau, donc j'étais prêt mentalement, mais j'ai pas nécessairement fait la bonne préparation physique. Euh, et pour aller à l'essentiel sur ta question, la différence entre le rêve et la réalité, c'est que euh, la réalité, c'est que après coup, tu te rends compte que c'était vraiment un rêve. Et c'est un rêve éveillé que tu as vécu, mais plus par rapport aux apprentissages que tu en as fait. Quand tu le vis, il y a des moments où tu vis l'enfer. Pour appeler un chat, quand tu viens de traverser tout le globe pendant 36 heures et que le jeu il commence direct et que tu te tapes euh, 4 heures de 4x4, 3 heures de pirogue, que tu arrives sur une île où il pleut comme sous ta douche parce que tu es sous les tropiques et que quand il pleut vraiment d'une manière extrêmement importante et que tu passes ta première nuit sous la pluie, sur la plage, sans rien collés les uns contre les autres et tu dis tu vas devoir tenir 40 jours, 40 nuits comme ça. Bon, globalement, même moi qui aime l'aventure et qui aime en chier, qui aime en baver vraiment parce que c'est dans mon ADN, il y a des moments où c'est hard. Il y a des moments où c'est hard, où la privation de nourriture, c'est très difficile. Le rapport aux autres, moi, j'ai pas eu trop de difficultés avec ça, mais de manière générale, vivre avec 15 personnes que tu connais pas au quotidien, qui mangent pas, qui dorment pas, qui voient plus leur famille, qui voient plus leurs proches, etc. Ça change fondamentalement un homme, hein. Quand je dis un homme, c'est avec un H majuscule. Ça change l'humain d'être complètement expulsé de sa zone de confort. Donc pendant, il y a des moments magiques, il y a des moments de magie. Les moments de magie sont plutôt intenses, mais plutôt très courts. Mais la vraie magie, pour moi, elle se produit quand t'en ressors. Quand tu sors d'une expérience comme ça, tu te dis, finalement, j'ai plus à avoir peur du lendemain parce que j'ai vécu une expérience où alors moi, j'ai pas fait les 40 jours, 40 nuits, mais l'expérience est censée durer 40 jours, 40 nuits. Moi, j'en ai fait un petit peu plus que la moitié. Déjà là, tu te dis, au final, demain, quel que soit ce qui peut se passer dans ma vie, j'ai la capacité de vivre avec rien, en fait. Au-delà de mes enfants, j'ai la responsabilité de mes enfants. Mais si j'enlève mes enfants et la responsabilité que j'ai pour eux aujourd'hui, moi-même, en tant que personne, fondamentalement, je peux vivre avec rien parce que je l'ai vécu. Mon corps, ma tête, mon inconscient l'a intégré, que finalement, on a besoin de presque rien. Et il y a des moments où on peut être beaucoup plus heureux comme ça. Mm, c'est sûr. Et ça s'est passé comment, du coup, l'après pour toi? Écoute, l'après pour moi a été, en tout cas au niveau médiatique, a été très facile et très agréable parce que je suis sorti avec une très bonne image. J'ai eu la chance que Denis me fasse une très belle sortie vraiment, en disant voilà, Nicolas a été un garçon valeureux du début jusqu'à la fin. Il n'a pas trahi ses convictions, ni ses valeurs, ni les gens avec qui il était en lien.
Il est resté fidèle, honnête. C'est un sportif et un aventurier, comment dire, aguerri, validé. Donc, mon image était très belle quand je suis sorti. Bien sûr, j'aurais aimé aller au bout, hein, surtout avec une âme de compétiteur, mais bon, la vie l'a décidé autrement. Donc, au niveau médiatisation, par rapport à d'autres qui se sont fait cracher, mais quand je dis cracher, ça a été vraiment très violent, hein. Il y a eu des drames qui se sont passés à des gens qui sont tombés en dépression, des gens qui sont même allés plus loin. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on a vécu. Quand tous les vendredis tu passes devant 4 ou 5 millions de téléspectateurs, ta vie change. En tout cas, à l'instant T. Aujourd'hui, plus personne ne me reconnaît de Nicolas qui a fait koh à part des invétérés. Mais globalement, ça y est, le truc, il est passé. Mais quand tu vis le moment en France, c'est une émeute. C'est-à-dire que tu vas dans la rue, les gens te reconnaissent. Tu prends un bus, les gens te reconnaissent. Tu vas manger au restaurant, les gens te reconnaissent. Bon, globalement, comme j'avais une bonne image, ça allait. Mais surtout, j'ai fait en sorte de rester les pieds sur terre, quoi. Je voulais pas m'enflammer et dès le départ, je m'étais dit que de toute façon, koh ça allait pas en soi changer ma vie et que j'y allais surtout pas pour gagner les 100 000 euros, j'y allais pour aller vivre une expérience forte, un dépassement de soi parce que j'étais sportif. Alors au début, personne n'y croyait. Les gens se sont rendus compte que c'était authentique quand je suis sorti, mais j'y allais pas pour gagner de l'argent ni pour faire le fanfaron, mais vraiment pour vivre une expérience forte parce que vivre une expérience comme ça et l'organiser par toi-même, c'est quand même très complexe. Être dans le challenge en permanence, être dans les défis tous les jours avec un groupe de personnes et pouvoir te le payer et te l'offrir dans une organisation comme ça à l'autre bout du monde, des gens qui disent oui, tu n'as pas un koh pour vivre ça. Bien sûr que moi, je continue à réaliser des défis importants et forts dans ma vie, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes contraintes, t'as pas la même intensité, c'est pas avec le même type de personnes. Enfin, tu vois, c'est autre chose. Donc c'était une expérience très riche et très intéressante. Ouais. Et professionnellement, du coup, comment ça s'est passé pour toi après? Ben après, j'ai continué à évoluer dans le monde du sport. Forcément, au début, koh m'a donné un petit push dans quelques boîtes dans lesquelles je suis passé. Je suis resté dans le monde du sport pendant ouais, 5 ans à peu près, dans des structures assez intéressantes. J'ai quitté Club Med à un moment donné. Et en 2011, j'ai décidé ça y est, de quitter les différents bateaux dorés sur lesquels j'étais. Et j'avais, après toutes ces réponses, enfin, après toutes ces questions, je commençais à trouver mes réponses. Quand je te parlais de trouver le sens de sa vie, c'est vraiment en 2011, quand j'ai eu mon premier et mon dernier licenciement de ma vie. Je travaillais pour un grand groupe. Ils avaient une stratégie voilà, d'écrémage des directeurs exécutifs. J'ai été gentiment remercié. Et là, finalement, ça a été une formidable opportunité de rebondir et de me dire, bah, finalement, qu'est-ce que je veux réellement de ma vie? Là, maintenant, je suis au pied du mur. J'ai été licencié. J'avais un poste sur un fauteuil doré avec des conditions absolument incroyables. Pas que salariales, mais aussi toutes les conditions annexes à un grand poste de direction que j'ai eu la chance d'avoir assez jeune, finalement, hein, parce que j'ai eu ce poste-là, j'avais même pas 30 ans. Et, mais finalement, c'était pas ma place. J'étais pas à ma place. J'avais beau être sur un siège doré et dans des conditions de rêve, c'était pas mon bateau. C'est ce que je dis souvent. C'était pas le mien en fait. C'était le bateau de quelqu'un d'autre. C'était un gros bateau dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'était pas le mien. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de sauter de ce bateau doré et de monter sur ma barque. Voilà, je suis parti sur ma barque et je savais en tout cas que c'était la mienne. Elle était petite, elle était pas super solide, elle était C'était un pas. radeau, même ton radeau de koh. Pardon? C'était ton radeau de koh. C'était mon radeau de koh ouais. Franchement, la métaphore est encore plus belle qu'une barque. Souvent, moi, je parle de barque, mais tu viens de m'inspirer avec le radeau de koh. C'est ça, c'était mon radeau à moi, et je savais que pour le coup, j'allais être sur le bon support et j'allais dans la bonne direction et j'étais au bon endroit au bon moment. Bien sûr, je n'avais plus le confort ni toute l'aisance que j'avais sur le gros bateau doré, mais donc je suis parti, j'ai commencé à me former en PNL, commencé à me former avec tout un panel d'outils en développement personnel, en neurosciences, en psychologie, etc. Et je me suis formé voilà, en tant que coach professionnel certifié en PNL. J'ai ouvert mon cabinet, j'ai eu mon cabinet. Et ensuite, c'est parti. Ça s'est lancé en individuel, en collectif. Et puis, j'ai commencé à écrire la conf.
Et la conférence a pris tout de suite parce que je pense que quand tu es au bon endroit, au bon moment et que tu triches pas et que tu es aligné, bah, l'univers est avec toi de toute façon, quoi qu'il se passe. Et au moment où tu t'es lancé en tant que coach, comment ton entourage l'a vécu? Écoute, globalement, assez bien. Assez bien. C'est sûr que pour eux, c'était pas un mystère que j'allais me lancer dans ce type de chemin. Ils savaient que je ne voulais plus être dans un milieu doré, aussi riche qu'il était, mais dans un milieu qui était plus dans l'aide à la personne. J'avais bien conscience que je voulais faire un métier pour aider les autres et que c'était ça qui me nourrissait fondamentalement. Même dans mon quotidien, dans mes anciens postes, ce qui me nourrissait, c'était le rapport à l'humain et le fait d'aider les autres d'une manière différente. Je les aidais pas à surmonter les étapes de leur vie ou à surmonter des moments difficiles ou à changer des patterns ou à changer des comportements. Mais j'ai toujours beaucoup aimé aider les autres et c'était dans ce sens-là que j'allais. Donc j'étais assez soutenu de par mes proches et ma famille, avec à un moment donné ce revers de médaille qu'ont tous les coachs ou tous les psychologues, c'est que quand tu fais ce métier-là, à un moment donné, autour de toi, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit à être en colère, tu n'as plus le droit d'être, euh, d'être à côté de tes pompes, tu n'as plus le droit d'être paumé, tu n'as plus le droit de te poser des questions, tu n'as plus le droit d'être dans le doute. À partir du moment où tu es coach ou tu es psychologue, en fait, c'est comme si globalement, tu étais un dieu tout-puissant pour les gens et que c'est comme un médecin finalement. Un médecin, dans l'inconscient des gens, il n'a pas le droit d'être malade. Un médecin, il n'a pas le droit de fumer, il n'a pas le droit de se bourrer la gueule, il n'a pas le droit de se faire du mal à son corps. Et en fait, c'est complètement ahurissant comme réaction. Ça peut être compréhensible, mais moi, je trouve ça assez ahurissant. Parce que même si tu es coach ou tu es psychologue, bah, tu restes un être humain avec tes particularités, tes défauts, tes faiblesses, tes doutes, tes moments. Et puis les émotions, bah, il y a pas longtemps, mon fils avait fait une grosse bêtise et donc forcément ça me met en colère parce que ça a touché à, il s'est mis en danger et en plus il m'a menti. Donc moi la valeur mensonge, enfin la valeur du respect, c'est un truc qui est viscéral. Et une personne m'a balancé à la figure: non mais Charlotte, c'est bien de dire sur les réseaux sociaux que t'es apaisée, machin et tout, mais en fait là t'es hyper en colère. Bah oui, en fait, j'ai le droit de vivre cette émotion de la colère à partir du moment où ça touche mes valeurs, en fait. Et donc, oui, en fait, je confirme que ma vie est apaisée, mais que j'ai le droit de vivre cette émotion de la colère. Je vais pas rester dans cet état de colère, mais en tout cas, j'ai le droit d'être en colère tout de suite maintenant parce qu'on touche à mes valeurs. C'est ça, exactement. Et ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, à l'intégrer, à l'accepter, à vivre avec. Parce que finalement, les gens, eux, ne changent pas. Ce que toi, tu peux changer, c'est toi-même. Et donc, j'ai mis un peu de temps à intégrer le fait que si je voulais changer le regard des autres sur moi par rapport à ça, c'est moi qui devais changer. Je te cache pas que des fois, je suis un vrai impulsif, moi, de nature. Donc, j'ai travaillé sur moi pendant des années. J'ai encore un chemin, hein. Je pense que je l'aurai toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Donc, il y a des moments où je le gère bien, il y a des moments où je le gère très bien, il y a des moments où je le gère pas bien du tout. Mais pour le commun des mortels, c'est compliqué d'imaginer que tu sois coach ou psychologue et que tu as le droit à cette faille. Voilà. Donc ça a été une période autant riche que difficile pour moi quand j'ai assis ce poste, enfin cette position de coach et d'accompagnant. Mais comme on dit souvent, ça fait partie du chemin de toute façon. Oui, et puis en plus, c'est ce que m'avait dit ma psychiatre à l'époque, au moment de mon burn-out. Elle m'a dit: «On va souvent, offrir des solutions aux personnes de ce dont on a besoin soi». Et donc du coup, c'est voilà, chaque psychologue, psychiatre, coach a ses fêlures et si on est dans ces métiers-là pour aider, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu besoin d'être aidé et qu'on a envie d'offrir, notre part aux autres. Exactement. C'est exactement ça, c'est très bien dit. Et je pense que c'est parce qu'on a eu des fêlures à un certain moment donné qu'on est passé par ce chemin-là, par ces émotions-là, par ces fractures-là, qu'on a la capacité aussi de pouvoir aider parce que ben, on a une espèce de forme de bienveillance et de compréhension, de compassion inconsciente qui est gravée à l'intérieur de nous, dans notre ADN, et qui nous permet d'avoir la force de pouvoir prendre de la hauteur. Aujourd'hui, moi, quand je suis face à une personne, quel que soit son état dans lequel elle est,
que ce soit intense ou pas, que ce soit profond ou pas, j'arrive à prendre toute cette prise de hauteur parce que il y a eu des moments où je suis passé par là aussi, donc je sais précisément ce qu'elle vit et je veux pas être happé par l'émotion, mais vraiment rester focus sur OK, c'est quoi la solution finalement pour sortir de ça, parce que c'est finalement la seule vraie clé qui nous permet de changer d'état. Ouais. Et en parallèle du coup de koh tu t'es lancé après dans des aventures. Ouais. Tu peux nous en parler? Bah écoute, je pense que l'aventure et le fait de lier l'exploration avec le dépassement de soi, avec notre capacité à finalement en permanence aller au-delà de flirter avec le danger, de flirter avec finalement justement aller confronter nos zones d'ombre avec nos zones de lumière, nos zones difficiles avec cette espèce de zone de magie qui se passe quand on arrive à défrayer tout ce qui est de l'ordre de l'impossible. Donc ouais, ça me rend heureux, ça me donne du sens. J'ai commencé, euh, j'ai commencé à m'entraîner pour ça en 2015-2016 et depuis 2017, je fais à peu près une grosse explo, une grosse aventure par année. Souvent, c'est soit une ascension de sommet, soit une ascension de plusieurs sommets, soit une grande traversée à la nage. Donc, voilà, j'essaie d'alterner à peu près une année sur deux, selon aussi mon feeling, ce que la vie me donne, mes envies, etc. Les rencontres que je fais aussi. Des fois, c'est des opportunités. C'est je pars sur une expé ou sur une aventure, je rencontre quelqu'un qui me parle d'un truc et finalement, ça me parle, ça change mes plans. Mais voilà, écoute, en l'espace de maintenant presque bah là, on est en 2024, donc voilà, presque 8 ans maintenant. Je suis dans ma huitième année. J'ai fait l'ascension presque des plus hauts sommets d'Europe et d'Afrique, dont dans les plus connus, bah, le Mont Blanc en Europe, qui est le plus haut en Europe et surtout qui est un sommet assez technique. Euh, et j'ai relié déjà 3 continents à la nage, dont l'Asie, l'Europe et l'Afrique, sur deux grandes traversées entre l'Espagne et le Maroc et entre la Turquie et la Grèce. Euh, ça m'amène, si tu veux, au-delà d'être une passion et de me donner du sens dans ce que je fais, ça continue à m'amener des clés de, de ce que j'enseigne dans mes conférences liées au dépassement de soi, mais ça va bien au-delà de ça. C'est dans des situations critiques ou dans des situations extrêmement difficiles, on sait qu'au niveau cérébral, au niveau psychologique, il se passe des choses. Et moi, cette passion d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur, dans le cerveau, on croit que c'est mort, mais en fait, c'est pas du tout mort. On est juste au début de quelque chose d'autre ou quelque chose de nouveau. Bah ça, aujourd'hui, j'arrive à l'explorer à 100%, vraiment dans des moments où je me pousse bien au-delà de mes limites. Mm. Même si mes limites, je les ai travaillées depuis maintenant 45 ans, donc j'ai poussé à un maximum, mais je me rends compte qu'au final, j'ai encore un gap d'apprentissage et un gap voilà, de potentialité qui est assez important. Euh, Récemment, quand j'ai fait mon dernier continent, ça a été en octobre dernier, en 2023, j'ai relié la Turquie à la Grèce et on devait nager pendant 5h30, 6 heures. J'ai nagé pendant plus de 8 heures. Euh, il y a eu des moments où j'étais en transe, il y a eu des moments où j'ai dû me sortir. J'ai dû sortir de mon corps pour aller au-delà de la douleur, au-delà de la difficulté, au-delà du stress, au-delà des conditions extérieures qui étaient à certains moments assez violents. Et, et c'est magique de voir qu'à un instant T, en fonction des outils que tu utilises, tu arrives à te déconnecter réellement, par exemple, d'une douleur physique. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu fais? Et surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est après comment je le donne à monsieur et madame tout le monde pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur vraie vie. Quand ils sont face à des états de colère, quand ils sont face à des états de tristesse, dans des états de souffrance, dans des états de ça y est, j'en peux plus, je veux abandonner, ma vie a plus de sens, je veux tout arrêter. À ce moment-là, qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que je peux avoir comme ressource pour m'en sortir? Et donc là, aujourd'hui, donc ton quotidien, donc c'est la préparation d'un challenge sportif aventure par an. C'est des choses que tu fais de façon encadrée ou c'est des choses que des aventures que tu construis toi-même? Ça dépend des aventures. Certaines sont encadrées par une organisation hein, qui est reconnue, sur lequel en général on a des tests, on est sélectionné. Par exemple,
pour les grandes traversées à la nage, on est une quinzaine ou une vingtaine par année sélectionnés pour pouvoir le faire. Donc, il y a souvent de l'attente. Donc, ça, c'est un cadre organisé parce que ça demande des assurances, ça demande des autorisations au niveau des douanes, etc. Certaines autres expéditions, souvent les expéditions de sommet, les grandes sorties de sommet, c'est moi qui les organise par moi-même. Alors, quand j'ai besoin de staff particulier, quand j'ai fait le Mont Blanc, par exemple, en 2019 pour mes 40 ans, bon, voilà, je suis passé par la maison des guides de Chamonix, forcément, parce que c'est un sommet qui est techniquement compliqué, c'est dangereux, etc. Mais certains autres sommets, ça m'arrive de l'organiser par moi-même, avec du staff, encadré, bien entendu. Mais c'est moi qui constitue les équipes. Voilà. En 2022, je voulais le faire depuis longtemps, j'ai fait l'ascension des 7 plus hauts sommets d'Afrique du Nord en l'espace de 3 jours de nuit, en autonomie. Enfin, en autonomie, je n'étais pas tout seul, mais on était trois, mais on l'a organisé par nous-mêmes. Et pour le coup, ben, il a fallu que je m'entoure de gens qui tenaient la route et qui connaissaient à la fois le terrain, à la fois les risques, et à la fois les conditions. Et parce qu'on était pendant 3 jours non-stop dans du 0 degré, 5 degrés, moins 15 degrés, avec des conditions assez dures. Et avec cet objectif de faire ces 7 sommets. Alors que d'habitude, en 3 jours de nuit, en général, on n'en fait qu'un seul. Ouais. Nous, on avait l'objectif d'en faire 7, à 6 au départ, et finalement, on a poussé jusqu'au septième. Donc, ça dépend des aventures, ça dépend de ce que ça demande en termes de moyens financiers, en termes d'équipe, en termes de staff, etc. Et parce que du coup, c'est tout ça, c'est sur, enfin, c'est sur fonds propres ou tu arrives à trouver des sponsors? Alors, c'est une bonne question. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a tout fait en fonds propres. Et par contre, maintenant, on commence à réfléchir sérieusement à solliciter les sponsors aussi parce que ça y est, maintenant, je commence à avoir un nom sur certains réseaux sociaux. Les gens commencent à me suivre, à me connaître. Plus, c'est sûr, dans le marché de l'entreprise que dans le marché, entre guillemets, du B2C, donc du particulier. Mais là, les prochains et les prochaines, probablement, il y aura du sponsoring. Là, on est en train de valider notre prochaine aventure enfin, notre prochain challenge de cet été. Et là, pour le coup, en fonction de l'option qu'on va prendre, ça va probablement nécessiter des fonds. Donc, c'est en train de se décider là, dans les jours à venir. Là, ça va se valider complètement, définitivement. Et ça va être quoi le prochain défi? Tu dis ou pas Écoute, a encore? priori, à 90%, ça va être la traversée du lac Léman à la nage, mais en longueur. Ok. Voilà, c'est un énorme morceau, on l'appelle le géant. C'est 72 kilomètres de nage non-stop, donc ça va être entre 25 et 30 heures de nage. Euh, c'est le plus grand lac d'Europe. Moi, je l'ai déjà fait, mais en largeur, pas en longueur. Voilà, donc on est en train de voir. J'ai mon partenaire avec lequel je vais le faire. C'est un Français aussi qui est habitué enfin, qui a pour passion les nages de longue distance, la natation extrême et la nage en eau froide. Euh, voilà, on a validé le fait qu'on allait le faire, qu'on voulait le faire ensemble, parce que lui, il a déjà tenté pour des conditions externes, il a dû arrêter. Donc, on s'est fixé cet été. Maintenant, bon, on est un peu dans les échanges au niveau de la logistique, au niveau de la validation de la traversée, parce que forcément, comme lui en fait son métier et moi aussi, il faut que ce soit une traversée qui soit validée et reconnue au niveau officiel. Donc, mais a priori, ça va être ça, à 90%. Ça va être ça le défi de l'année. Donc, du coup, donc, tu as ces défis, tu as les conférences que tu fais du coup, parce que maintenant tu es conférencier professionnel. Tu continues le coaching? Alors, le coaching pur comme toi tu l'entends, non. Mais par contre, on a un format qu'on a développé, qui marche extrêmement fort parce que je voulais être en lien avec ce côté aventure et ce côté nature. On a créé un concept qui s'appelle Coach My Aventure où on emmène des petits groupes de 10, 12, 15, 20 personnes max en pleine nature dans des lieux complètement insolites. La plupart du temps, c'est dans le désert ou en pleine montagne. On emmène les gens on a plusieurs formats, mais en moyenne, c'est entre 2 et 3 jours. En général, c'est des comités de direction, les cadres, les COMEX, etc. Et on les emmène c'est ça ce que je disais, pendant 2 ou 3 jours, dans des lieux insolites où on travaille au préalable sur une problématique et sur un enjeu, un objectif clair au départ. Donc, je cadre ça avec eux, entre guillemets, dans le monde de l'entreprise avant. Après, on part vivre une aventure pendant 2 ou 3 jours. On fait
le pendant, on analyse, on brainstorm, on échange sur pourquoi est-ce qu'on est là et c'est quoi l'objectif et les enjeux. Et on termine par un gros débrief sur, OK, ben, quel est le pont, le lien qu'on a pu faire ou qu'on fait, qu'on peut faire entre ce qui s'est passé pendant l'aventure et ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà. C'est un vrai moment intense, un vrai moment puissant, profond pour les collaborateurs. Déjà parce que je les amène, moi, à se déconnecter de tout ce qui nous pollue la vie au quotidien. Donc, je les déconnecte des emails, de leur téléphone, de leur ordinateur, de leur voiture, de leur montre, de leur gosse, de tout ça, pour se reconnecter à la fois à eux-mêmes et à la fois au reste du groupe. Donc, ça reste un environnement, ça reste une capsule assez corpo, mais avec beaucoup, beaucoup de fonds perso dedans. Et c'est ce qui fait le succès maintenant depuis presque 4 ans de ce concept-là, parce qu'on l'a lancé, on l'a lancé au tout début du Covid. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a permis de passer la vague Covid parce que bah, tu t'en rappelles bien, hein, pendant Covid, il n'y avait plus de conférences, il n'y avait plus d'événements en salle, il n'y avait plus rien. Et avec le pourboire, ça a duré quasiment 2 ans, hein, parce que ça a fait tout 2020 et une bonne partie de 2021 aussi. Donc pendant 2 ans, on a essentiellement œuvré avec ce format-là parce que c'était des petits groupes qui s'étaient masqués et qu'on était en extérieur. Donc on a pu le faire, on a beaucoup pu travailler avec ce format-là. Il y avait en plus un gros besoin de cohésion d'équipe à ce Il y moment-là. avait un énorme besoin de cohésion parce que les gens étaient en recherche de sens, ils étaient enfermés dans leur maison ou dans leur appart depuis plusieurs mois, ils rentraient, ils ressortaient, on était confinés, on n'était plus confinés, enfin ça a été, tu te rappelles de la période. Ouais. Et donc du coup, effectivement, un format où on allait amener les gens en pleine nature. Alors on l'a adapté au départ parce que forcément faire venir des Français au Maroc dans le désert, c'était compliqué, hein, en pleine période de Covid, donc on faisait ça dans des régions qui étaient proches des sociétés qui nous sollicitaient. Aujourd'hui, ça y est, c'est de nouveau ouvert partout. Donc, on fait ce type de concept-là au Maroc, mais on le fait aussi au Portugal, en Espagne, en Suisse, en France, en Autriche, on fait partout où le client a envie d'aller et où il y a de la montagne, où il y a de l'eau, où il y a des endroits qui sont déconnectants. Mais c'est un format qui marche très fort, ouais, parce que voilà, il est puissant. On- de par mon expertise, je les amène à se livrer et à dire des choses que souvent, sur 5, 10, 15, 20 ans de boîte, les gens ne se sont pas dit. Pas parce qu'ils ne voulaient pas le dire, mais soit par pudeur, soit parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, soit parce qu'ils n'ont pas été accompagnés pour dire des choses ou se livrer ou partir à cœur ouvert. Et c'est ce qu'on fait en général enfin, c'est ce qu'on fait de manière systématique sur ce format-là. Trop chouette. Ça donne envie. Hmm. Comment tu écoutes ton intuition? Ah, alors moi, mon intuition, j'ai une bonne boussole, c'est c'est mon ventre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un truc qui peut me donner la boule au ventre ou qui me sort de mon alignement quand je pense à un projet ou quand je pense à un choix que je veux faire ou un choix que je dois faire mais que je n'ai toujours pas fait, quand je commence à avoir un peu la boule au ventre, je commence à être un petit peu perturbé, mon niveau de, mon niveau de, ouais, j'ai presque envie de dire mon niveau d'anxiété ou mon niveau de frustration commence à augmenter. Ça y est, je sens que je commence à m'éloigner de mon intuition. Et en général, je me repose avec moi-même. Alors, je me pose avec moi-même, moi, au quotidien, parce que depuis le Covid, je me suis lancé dans la méditation, dans la respiration guidée, etc., que je ne faisais absolument pas avant le Covid. C'est vraiment le Covid qui m'a amené à ça parce que j'avais un besoin vital de me recentrer avec moi et de me recentrer avec ce que je voulais vraiment et malgré les perturbations au niveau mondial. Donc, je me suis mis à la méditation et à la respiration, donc forcément, je suis de plus en plus aligné et je prends de plus en plus de recul par rapport à ce qui se passe dans ma vie de manière générale, que ce soit le bon ou le mauvais d'ailleurs, ou le moins bon en tout cas. Mais ouais, ma boussole, moi, de mon intuition, c'est vraiment quand je commence à me sentir plus tendu, plus frustré, avec cette boule au ventre qui commence à grandir, je me dis hop, 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 là, ce que tu es en train de faire, ça marche pas. Et c'est pas en lien avec qui tu es et avec ce que tu veux, avec ce que tu veux être. Deuxième chose que je fais, ça, c'est un exercice que je fais beaucoup avec ma femme. On fait ça en couple. 2 fois par an, on se pose ensemble sur bah, le bilan, nos objectifs, là où on veut aller individuellement. Donc moi, elle et dans notre couple.
Ça, c'est un exercice que je préconise vraiment à tout le monde et à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast à partir de demain. S'il y a bien une chose que je conseille à tout le monde, c'est de se poser avec soi au moins une fois par an. Quand on le fait en couple, je trouve ça encore plus fort et encore plus puissant et encore plus drôle à faire. Mais vraiment se poser sur, voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois? Est-ce que j'étais en lien et en ligne avec qui j'étais, avec les objectifs que je m'étais fixés, avec là où je voulais aller, avec ce que je voulais atteindre? Et finalement, est-ce que à l'instant T là, j'ai encore envie d'aller dans tel ou tel projet ou j'ai plus envie? J'ai envie de vivre encore telle ou telle chose ou j'ai plus envie? J'ai envie encore de supporter certaines choses ou j'ai plus envie? J'ai envie d'aller vivre ailleurs ou de goûter autre chose ou de faire quelque chose d'autre. Et ça, en général, moi, c'est une belle boussole. Donc, je me laisse jamais trop happer par finalement les événements de la vie. Très rapidement, dans mon quotidien, dans les pratiques que j'ai mis en place, comme je t'ai dit, avec la méditation et la respiration, j'arrive très vite à me réaligner. Et 2 fois par an, je fais un gros arrêt pendant au moins 24 ou 48 heures. J'arrête le bateau, j'arrête tout en fait, et on se déconnecte et on se dit, OK, là, la direction qu'on a prise, celle-là, elle est bonne, celle-là, elle est top, celle-là, elle est bonne aussi, mais peut-être pas pendant 10 ans. Et celle-là, on n'en a plus du tout envie. D'ailleurs, le projet, il n'a pas plus que ça avancé. C'est bien qu'on ne voulait pas donner de l'énergie ou de la passion ou du cœur dans ce projet. Voilà. Voilà comment Ouais, je trouve ça super de faire l'idée de faire ça en couple parce qu'en effet, enfin, c'est un vrai challenge hein, de rester ensemble pendant des années et des années. Et ça permet vraiment de pouvoir réfléchir à soi et réfléchir au nous. Enfin, je sais que moi, me suis fait beaucoup accompagner post-séparation par ma psy voilà, il y a le jeu, il y a l'autre, il y a le nous. Et en effet, c'est une sphère qui est souvent peu, enfin, travaillée dans la vie. Et ouais, super conseil, merci. Ouais, le nous, il est super important parce que je pense que le nous, c'est d'ailleurs ce qu'on commence à enseigner à nos filles de plus en plus, c'est quand on voit qu'elles ont des fois des moments, entre guillemets, d'égoïsme, parce que par définition, l'enfant, des fois, peut être égoïste, hein, tu le sais bien, Charlotte. À ce moment-là, dans une des clés qu'on donne à nos enfants, dans une des pistes, c'est leur dire, mais vous savez, si papa et maman, ils prennent pas soin d'eux, ensemble, dans leur sphère de couple, et ben finalement, ça va avoir un impact, vous, peut-être individuellement sur vous. Et si on n'avait pas été là au départ, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Tu vois, même si vous avez choisi de venir dans cette vie-là, mais au final, on doit nous préserver, nous, pour être encore mieux avec vous et que vous soyez encore mieux avec vous-même, tu vois. Et non, ça c'est fondamental. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que dans un pays comme la France, par exemple, tu as un taux de divorce, un taux de séparation qui est aussi élevé. C'est que les gens ne prennent pas le temps, ou en tout cas pas assez le temps, de se poser, pas sur l'ego, sur le jeu de chacun, mais sur OK, bah nous finalement, ce qu'on a construit, est-ce que ça nous plaît encore? Est-ce qu'on est bon dans ce qu'on a construit? Et est-ce que ça nous parle? Est-ce qu'on est encore en lien? Et où est-ce qu'on veut aller ensemble dans le nous, pas le jeu, parce que le jeu, au final, c'est facile. Toi, tu sais ce que tu veux, ton compagnon ou ta compagne, elle sait ce qu'elle veut aussi fondamentalement dans sa vie. Par contre, le nous, Pas il est parfois, ou pas parfois, parce que ou pas parfois, ou pas parfois, on a parfois. un câble. Ça amène encore d'autres Pas, complications, ça, quand ouais. Mais il du y en a coup, les deux. le fait de faire cet exercice force finalement à réfléchir et être sûr d'être aligné et de pas se réveiller un jour en mode je te quitte et de ne rien avoir vu venir. Ouais, exactement, exactement. Souvent, c'est Comment ça. tu célèbres tes réussites? Comment je célèbre mes réussites? Honnêtement, pas assez. Et c'est une très bonne question que tu me poses parce que j'y ai pris conscience, euh, notamment sur les deux dernières. À savoir l'ascension des 7 sommets et surtout la traversée à la nage. Je voulais vraiment célébrer ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti pendant une semaine avec ma femme. Ça a été une semaine où j'ai réalisé ce défi-là, mais on est resté sur place et on voulait vraiment prendre du temps pour nous. Donc, on est parti sans les enfants. Dieu sait que partout où je peux emmener les enfants, moi, je les emmène avec moi, mais on est parti sans les enfants et on voulait mixer un peu de temps de travail, un peu de temps de découverte, d'excursion, de moments pour nous et des moments de plaisir. Voilà. Donc tous les soirs, on allait se faire un petit resto différent et on trinquait et on célébrait voilà, ce moment de victoire quelque part. Parce que finalement, même si voilà, j'en fais un par an, un par année, bah, c'est quand même des sacrifices, c'est du temps de préparation, etc. Et c'est vrai que
on a une tendance à, moi aussi, j'ai une tendance comme ça à ne pas célébrer les victoires. Je le fais. Et quand c'est fait, bah, je passe tout de suite à autre chose et je vois tout de suite l'autre. Et quand tu vois l'autre, bah, finalement, tu profites pas de celui-là que t'as. T'en profites pas, mais surtout, t'en tires pas réellement apprentissage. Et donc, il y a eu ça. Et il y a eu une deuxième chose que j'ai fait, c'est que de manière totalement bénévole et totalement gratuite, j'ai fait deux espèces de talks où globalement j'ai invité voilà, j'ai trouvé un partenaire avec une salle. J'ai la chance d'avoir un gros réseau. Je suis en lien avec la presse, avec les médias, etc. Et en Alsace et à Casablanca, j'ai organisé un talk qui était gratuit pour les gens. Et les gens se sont inscrits et sont venus me voir m'écouter pendant une heure et demie où j'ai parlé de cette traversée-là. Et je leur donnais les liens avec ma vie de tous les jours, les liens entre une grande aventure, un grand défi et finalement ce qui se passe pour nous tous dans notre vie, parce que notre vie à tout et chacun, c'est une grande aventure. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ces hauts et ces bas, dans ces moments de creux, dans ces moments compliqués pour s'en sortir? Et ça, pour moi, ça a été un vrai moment de célébrer la victoire parce qu'il n'y avait aucune pression. Il n'y avait pas de pression d'argent, il n'y avait pas de pression de résultats, il n'y avait pas de pression de quoi que ce soit. On a ouvert une salle, les gens sont venus, donc on a quand même eu près de 200 personnes sur chaque date. Et là, j'avais pas ma casquette de conférencier, quoi. J'avais un journaliste qui me posait des questions. J'étais à cœur ouvert. Je donnais aux gens ce que j'avais envie de donner et ce qui me paraissait pertinent de donner par rapport à leur vie de tous les jours. Et ça a été pour moi un moyen de célébrer la victoire aussi. Trop chouette. C'est quoi pour toi la réussite? Je vois que tu as des questions bien pertinentes. Merci. La réussite pour moi aujourd'hui à 45 ans, c'est pas la même que quand j'en avais 25 et quand j'en avais 35. Aujourd'hui, pour moi, la réussite, euh, fondamentalement, si je devais la résumer en un seul mot, c'est la paix. Voilà, vraiment, c'est la paix parce que pour moi, pour moi personnellement, là, je te parle purement pour moi, hein, être en paix avec moi-même, c'est un exercice qui est très, très, très fastidieux. Je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de monde, mais je veux pas être dans le jugement des autres. Je parle de moi et si je suis en podcast avec toi, c'est pour parler de moi, mais euh, être en paix être en paix. Tu vois, si aujourd'hui je continue à faire des aventures, c'est que je continue à chercher encore des choses. Je continue à être dans le dépassement de soi, dans quelque part dans le fait de prouver ou de me prouver à moi, même si j'ai creusé psychologiquement d'où ça venait et qu'est-ce que ça m'apportait. Bien sûr que ça m'apporte du sens et ça m'apporte du bonheur, mais fondamentalement, euh, mes aventures d'aujourd'hui ne sont plus mes aventures que je faisais il y a encore 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, je suis plus du tout dans une dynamique de performance, mais vraiment dans une dynamique de prendre du plaisir dans le chemin de mon aventure, ce qui est complètement différent. C'est avec mon mindset, en l'espace de 7 8 ans, a vraiment changé. Il y a des moments où j'étais dans la performance pure. Aujourd'hui, quand je me lance dans une aventure, que ça se passe en une journée ou en 6 heures ou en une semaine, l'important pour moi, c'est de vivre le chemin avant tout. Et donc, j'avance dans ce chemin-là, justement, euh, avec cette, euh, avec cet objectif que la réussite pour moi à long terme, dans les 5 ou 10 ans à venir, ça va être d'encore plus me séparer du matériel, de la consommation, de la pression, des objectifs, etc. Je m'éloigne de plus en plus, petit à petit, de ce schéma-là. Et je sais que c'est ma quête. C'est ma quête de la réussite, c'est finalement réussir à vivre avec peu ou vivre avec moins. Les gens qui m'inspirent beaucoup aujourd'hui, c'est les gens qui sont heureux avec rien ou avec peu finalement, et qui sont fondamentalement heureux. Ils n'ont pas besoin de le dire, ils n'ont pas besoin de le montrer, ils n'ont pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un chemin qui m'inspire beaucoup. Donc, ce serait ça pour moi aujourd'hui, la réussite. C'est quoi pour toi un échec? Ça l'est plus. Ça l'est plus parce que je l'ai travaillé pendant des années. Après 10 ans, réussi à l'intégrer dans mon corps, dans mon âme, dans mon être. Même si des fois je peux réagir mal. Enfin, c'est quelque chose qui inconsciemment peut être un échec. Mais de manière générale et de manière maintenant quasiment inconsciente, quand quelque chose de négatif se produit très vite,
j'arrive à prendre du recul et à me dire que de toute façon, c'est positif pour quelque chose. Souvent, j'ai pas la réponse tout de suite, mais je sais que c'est une expérience pour moi, que je devais apprendre quelque chose à ce moment-là, que la vie devait me donner une leçon et que cette leçon-là allait être de toute façon extrêmement positive pour moi. Donc, c'est pas un concept marketing que je suis en train de te donner, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé avec le temps. Ça a mis du temps, je suis encore dedans dans certains cas, mais beaucoup moins qu'avant. En ratio, c'est peut-être aujourd'hui du 80-20. 80% du temps, pour moi, très rapidement, j'arrive à intégrer le fait que ce soit une expérience et un apprentissage, une leçon. Et dans 20% des cas, quand le truc il est trop fort pour moi, trop explosif, j'arrive assez vite à, malgré tout, à me dire, OK, bah, ça t'a heurté, ça t'a touché, mais forcément, tu le comprendras peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois ou peut-être dans un an. Pourquoi est-ce que ça s'est produit? Et à un moment donné, pourquoi est-ce que j'ai réussi à le façonner aussi d'une manière aussi profonde? C'est que j'ai toujours la réponse à ma question à un moment donné. Quand je lâche prise et quand je me dis, bon, bah, la vie va me donner la réponse, à un moment donné, un an après, des fois 6 mois après, des fois 2 ans après, ah ouais, ok, d'accord, il s'est passé ça, j'ai vécu ce truc-là, ok, j'ai maintenant la réponse, je sais pourquoi il s'est passé ça. Je sais pourquoi j'ai perdu cette personne, ou pourquoi je suis tombé malade, ou pourquoi j'ai perdu ça, ou pourquoi je n'ai pas réussi ça. Ben, c'est parce que en fait, je devais passer par là. Je devais vivre ce truc-là à cet instant-là pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Je trouve que enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je cultive au quotidien, en effet, de se dire que derrière chaque épreuve, il y a des cadeaux mal emballés et que on peut trouver du sens dans chaque épreuve de la vie. Et c'est vrai que c'est une vraie gymnastique intellectuelle, mais une fois on l'a adopté, ça change tout, en fait. Ça change tout au quotidien dans son rapport à la vie. Ouais. Ça change fondamentalement. Ça nous permet de prendre beaucoup de hauteur. Alors, je te cache pas que j'ai quand même moins besoin d'être dans une bulle à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai besoin à ce moment-là, soit de méditer, soit de respirer, soit d'aller me mettre dans de l'eau glacée, soit d'aller même me mettre dans l'eau normale, mais en tout cas, j'ai besoin quand même d'un sas. Je peux pas le faire comme ça instantanément en mode ça y est, waouh, je suis en mode comme ça, et puis tac, en 3 secondes, je change d'état et je me dis c'est génial ce qui m'est arrivé. Je viens de perdre un être cher ou je viens de perdre une situation, je suis tombé dans une situation compliquée et tout va bien, ça ira mieux demain. Non, j'ai besoin quand même d'un sas avec quelques outils de visualisation, mais quand je le fais, j'arrive pour le coup à la fin du processus à switcher quasiment instantanément. Mm. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Bah, ça fait un peu cliché, mais clairement mes enfants, parce que j'ai toujours été j'ai toujours voulu être père assez jeune. J'aurais pu être papa, moi, à l'âge de 20 ans. Hein. Clairement, je pense que j'aurais donné autant d'amour et j'aurais été autant présent, mais peut-être avec un peu moins de maturité et moins de regrets. J'ai toujours dit, je rêve d'être papa, mais je serai papa à 35 ans et ça va pas louper. Je suis devenu papa la première fois à 35 ans. Euh, je pense que les enfants, c'est comme un jardin, c'est-à-dire que c'est un truc qui s'arrête jamais, ça te challenge tout le temps, tu vois tes enfants grandir. Aujourd'hui, mes filles commencent à m'apprendre des choses que moi, soit je ne savais pas, soit je n'ai jamais vues, soit je n'ai jamais moi-même essayé. Ma grande fille commence à faire des choses que je n'ai jamais moi réussi à faire. Et tu te dis, waouh, finalement, bah, c'est de loin la chose la plus belle. Si comme ça, spontanément, je ferme les yeux instantanément et je me dis, est-ce que je suis plus fier d'avoir fait grandir mes enfants ou de donner ma conférence devant 2000 personnes? Bah, la réponse, elle est nette, elle est claire, elle est instantanée, si tu veux. Donc, donc c'est ça, mais avec tout l'écosystème qui va autour. C'est-à-dire que on a dans ma famille réussi à préserver, avec des hauts et des bas, hein, faut pas se mentir, hein, dans toutes les familles, il y a des choses compliquées, il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des crashs, il y a des disputes, mais on a réussi, nous, à préserver un état de proximité, un état d'échange, un état d'amour qui est assez beau, qui est assez fort avec mes parents, bon, mes grands-parents, ils sont plus là maintenant, mais avec mes sœurs, avec mes cousins, cousines, enfin, on a réussi à garder une proximité assez importante. Et, euh, et je pense que c'est ça le gros challenge de la vie d'aujourd'hui, c'est de réussir à préserver la base, parce que sans ça, est-ce qu'on arrive à être aligné? Est-ce qu'on arrive à être en paix avec soi? Est-ce qu'on arrive à être
à être congruent. J'en suis pas sûr, donc c'est peut-être ça ma plus belle fierté aujourd'hui. Et puis, toujours être avec ma femme, hein, ça fait 15 ans maintenant, donc ça reste un challenge, hein, tu le sais, hein. Réussir à rester avec une même personne pendant toutes ces années, avec toutes les tentations qu'il y a, avec toutes les complications, avec tous les événements de la vie, avec toutes les, enfin, ça fait quand même pas mal de choses et réussir à toujours rester main dans la main, tu peux avoir beaucoup de fierté, beaucoup de gratitude, ouais. Mm. Qu'est-ce que tu penses que le petit Nicolas de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Qu'est-ce que le Nicolas de 6 ans dirait s'il me voyait aujourd'hui? Il me dirait, je pense, ce que me dit ma fille qui a presque 6 ans pour le coup, qui a 5 ans et demi, à savoir, t'es un sacré énergumène. Et, tu nous fais rire, tu nous challenges, tu nous emmènes en permanence nous amuser, tu passes du temps avec nous, tu nous amènes jouer, tu sais, un enfant de 6 ans, c'est très abstrait, mais mes filles m'ont vu plusieurs fois sur scène, et je les emmène des fois dans les coulisses. Mes grands spectacles, en général, je les emmène avec moi. Elles se cachent tout en haut, dans les gradins, tout au fond. Pour elles, c'est très abstrait quand tu leur demandes. Elles savent que qu'est-ce qui fait papa dans la vie, il est conférencier, oui, il est conférencier, mais ça reste une notion assez abstraite. Bon, Luna, maintenant, la grande, elle en parle un petit peu mieux qu'avant, parce qu'elle a 9 ans, mais par contre, l'image que je leur donne d'un papa présent, d'un papa engagé, au détriment d'autres choses, hein. Quand je suis avec elle et que je joue avec elle ou je passe du temps avec elle quand elle sort de l'école, bah, je les passe pas à écrire, à lire, à faire des visios, à faire des podcasts avec des gens sur Internet. Enfin, tu vois. Un enfant de 6 ans, pas que les miens, mais les autres aussi, parce que je suis assez investi avec des enfants qui sont les copains de mes propres enfants, donc je passe du temps avec eux. Bah ouais, au-delà d'être un papa, c'est un garçon qui aime jouer avec les enfants, qui aime s'investir, qui aime faire des conneries. Tu sais, quand moi je suis avec des gosses de 6 ans, je suis un vrai gosse de 6 ans. C'est-à-dire que je fais les mêmes conneries qu'un gosse de 6 ans. Je joue avec eux, je me roule dans l'herbe, je marche dans la boue, je mâche du chewing-gum, je me fous du chocolat partout sur la bouche. Voilà, donc je pense que j'ai réussi à garder un peu cette âme d'enfant et les enfants, ils ont du plaisir à être avec moi parce que uniquement moi, j'ai beaucoup de plaisir à être avec eux. Voilà. Tout le reste, pour moi, ça n'existe pas. Pour un enfant de 6 ans, la partie argent, matériel, image sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est absolument pas dans les, comment dire, dans les standards d'un enfant de 6 ans, même de 8 ans, même de 9 ans. Ça n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le temps passé avec eux, c'est l'écoute, c'est le temps de qualité qu'on passe avec eux. Des fois, j'aimerais en passer encore plus. Je pense que par rapport à un homme, j'en passe déjà beaucoup, mais c'est le temps de qualité finalement, le temps d'écoute. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais dire au Nicolas quand il était en pleine, qui n'était pas à sa place, qui était sur son bateau doré et qui était en manque de sens? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais dire à ce Nicolas-là? J'aimerais lui dire, écoute, pose-toi avec toi-même et pose-toi vraiment, pose-toi, stop tout, fais ce que tu as à faire et à un moment donné, offre-toi ce cadeau, offre-toi cette bulle où tu te déconnectes avec toute cette image, avec toute cette superficialité, avec tout ce paraître. Offre-toi juste une bulle dans cette vie-là que tu as. Offre-toi cette bulle de sens pour savoir pourquoi est-ce que à des moments quand tu te lèves le matin ou quand tu te couches le soir, tu sens que t'es pas 100% aligné, t'es pas 100% toi. Te poser les vraies questions de qui tu es et de où est-ce que tu veux aller fondamentalement, au-delà de l'argent, au-delà de l'image, au-delà d'une notoriété, au-delà d'un confort matériel, euh, où est-ce que tu où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce qui te rend fondamentalement heureux? Parce que je les avais déjà les réponses à l'intérieur de moi à ce moment-là. Quand j'avais 27, 28, 30 ans, 35, 32 ans, etc. Je les avais, sauf que elles étaient tellement emballées, euh, pas en, pas enfuies, mais
pas enfui, mais c'est ça, emballé, emballé par un espèce de papier doré, glacé, strassé, que je voyais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est un peu comme une boîte de chocolat, finalement. Tant que tu l'ouvres pas, tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Et tant que tu l'as pas goûté, tu peux pas savoir quel est le goût des différents chocolats qu'il y a dans la boîte. En fait, moi, c'était ça. J'étais une boîte de chocolat et je voulais pas ouvrir la boîte. Et le jour où j'ai commencé à ouvrir la boîte et j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans, déjà, je me suis dit, waouh, waouh, il y en a des opportunités, il y en a des possibilités différentes de goûter des choses différentes de la vie. Et quand j'ai goûté mon premier chocolat, ça a été, waouh, c'était terminé. Je voulais plus, déjà, la refaire tourner et plus m'arrêter de manger les chocolats. Dédicace à Forrest Gump. C'est ça, exactement. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi tes renoncements aujourd'hui? Hmm. Je sais pas si je sais pas si j'en ai réellement des renoncements, en tout cas dans la vie que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, il y a deux, trois petites choses que j'aimerais plus faire, mais ce que j'ai renoncé, comme j'ai croqué la vie d'une manière très intense je la croque encore, mais d'une manière intense, sans contrainte particulière liée à des enfants, à une école, à un process spécifique. Parce que j'ai pris la décision de ne pas être complètement out of the box et de me dire je vais faire moi-même l'école à mes enfants à l'école, enfin moi-même, ou on va partir faire le tour du monde pendant 2 ans, etc. Euh, j'ai pas nécessairement de, re- de regrets ni de renoncement parce que tout ce que j'ai toujours voulu faire, je l'ai fait. J'ai la conviction maintenant que depuis quelques années, je suis à ma place. Euh, des fois, j'aimerais que ça aille plus vite, forcément, parce que j'ai des projets qui avancent pas aussi vite que ce que je voudrais, mais en même temps, j'ai déjà fait beaucoup, beaucoup de choses et mon chemin a été déjà très riche. Euh, mais non, même en réfléchissant réellement, est-ce que j'ai dû renoncer à certaines choses? Pas nécessairement, réellement. Et j'ai envie de te dire heureusement, parce que presque aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne dans mes conférences et dans les accompagnements que je fais, c'est aller vers le changement qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. Donc moi, j'ai encore un chemin, bien entendu, parce que je pense qu'on a tous un chemin jusqu'à la fin de notre vie, mais j'ai pas de regret fondamental en soi. J'aurais pu avoir des regrets si, par exemple, j'étais pas à ma place par rapport à mon métier. C'est pas le cas. J'étais pas à ma place par rapport à mes enfants, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. C'est pas le cas. J'ai des enfants. Et j'ai pas de regrets par rapport à la famille que j'ai construite, par rapport à ma femme, par rapport à même à mes aventures finalement. Tous ces éléments-là, ma pratique au quotidien, mon sport est un de mes piliers de vie. C'est ce que j'ai toujours dit à ma femme depuis le premier jour où je l'ai rencontrée. Je lui ai dit, il y a plein de choses où tu vas pas galérer avec moi. Tu n'auras pas de problème avec moi dans les soirées avec les potes, dans les jeux vidéo, dans le mec qui boit, qui se drogue, qui truc, qui machin, tout ça, avec moi, tu l'auras jamais. Par contre, il y a un truc qui est fondamental pour moi, c'est de ne pas me mettre dans une cage et de me laisser faire du sport, entre autres. Et tant que j'ai ça, j'ai envie de te dire, j'ai pas de sensation j'ai pas de sentiment de renoncement, non. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? Hmm. Bah, c'est celle que je t'ai exposée en off avant que le micro s'allume, c'est que j'ai mis 10 ans à trouver le sens de ma vie. Ça a été vraiment pour moi un périple, quoi, un chemin long, riche, riche d'apprentissage, riche de questionnement, mais avec des moments durs, parce qu'à chaque fois que j'atteignais un point, j'étais convaincu que j'avais atteint la bonne chose, j'étais arrivé en haut du sommet, et finalement, je n'étais pas arrivé en haut du sommet, et pour quelqu'un d'impatient, pas de capricieux, parce que j'ai jamais été capricieux, mais quelqu'un, c'est ça, d'impatient, de tenace. C'était compliqué pour moi de me battre pour quelque chose et une fois arrivé à ce point-là, me dire, ah, finalement, t'es pas arrivé au bon endroit. C'est pas la bonne place pour toi. Ok, alors vas-y, concentre-toi. Essaie de vraiment identifier ce pourquoi t'es fait, ce que tu veux faire dans la vie, où est-ce que tu veux aller. Boum, je repars sur un autre point. J'arrive à l'autre point, c'était toujours pas le bon point. Et puis le troisième, et le quatrième, et le cinquième. Et en fait, j'aime bien par rapport à ça la métaphore de Steve Jobs qui dit que finalement la vie, c'est un ensemble de plusieurs points
Et c'est que quand tu es arrivé à un point qui, qui est extrêmement fluide, simple, logique, naturel, que tu te rends compte que tu es arrivé à ce point-là parce que tu es passé par chacun des points. Et que s'il y avait un point par lequel tu n'étais pas passé, bah, tu ne serais pas arrivé à ce point-là, à ce moment-là, à ce stade-là de ta vie. Et, euh, et donc moi, ça a mis quelques années, mais ça a été la plus grande difficulté pour moi parce que j'avais aussi le poids de la famille et de la société sur mes épaules qui me disaient, mais Nicolas, aujourd'hui, tu as tout, arrête. Arrête de te plaindre, arrête de dire que t'es pas à la bonne place, que t'es pas heureux dans ce que tu fais. Waouh, mais la situation dans laquelle tu es, il y a des milliers de gens sur la planète qui rêveraient d'être là où tu es et de faire ce que tu fais. Et moi, je leur disais, ouais, c'est sûr qu'il y a peut-être des milliers de personnes qui rêveraient d'être là où je suis, mais moi, je ne rêve plus de là où je suis actuellement. Ça prouve bien que je suis pas à la bonne personne, je suis pas à la bonne place. Oui, mais quand même, tu te plains ou t'es pas content ou t'es pas heureux et aux yeux de monsieur et madame tout le monde, et ça se comprend, hein. En fait, ça fonctionne pas. Pour 80% des gens, à partir du moment où tu es marié, tu as une maison ou un appartement, tu as un tapis avec marqué bienvenue, vous êtes chez nous, une boîte aux lettres, que tu as un job bien rangé et que globalement, tu as une vie sociale, normale, bah ça y est, tu as réussi ta vie. Moi, Et c'est ce que j'appelle les malheureusement, indicateurs de performance de la réussite de la société. c'est ça, exactement. Et moi, j'ai eu cette chance de très rapidement comprendre que les indicateurs de réussite de la société, c'était pas les indicateurs de réussite du bonheur et de l'épanouissement. Et je l'ai appris à mes dépens, mais c'est ce qui m'a permis aussi de devenir qui je suis aujourd'hui, d'avoir des convictions pour moi, des convictions pour l'humanité, dans ma petite pierre que j'apporte à l'édifice, dans les gens que j'accompagne en conférence ou dans mes coachings, mais aussi par les gens que j'accompagne autour de moi. En général, mes amis, quand ils vont pas bien, même si c'est mes amis, la première personne qu'ils appellent, c'est moi. Mes enfants, dans ma manière de les éduquer, de les éveiller aujourd'hui, je les éveille dans ce sens-là, en leur disant que le bonheur, ça se construit au quotidien et que ça se construit par une intuition, par un sens qu'on veut donner à sa vie et pas parce qu'on nous a dit que c'était beau ou c'était intéressant ou intelligent de faire ça ou ça. L'important, c'est de trouver sa propre place et ses propres solutions à soi. Moi, ce que je dis dans mon programme, c'est que finalement, tu te rends compte que ta vie, c'est un grand puzzle et que à un moment donné, tu as l'image du puzzle qui… Alors, t'as pas le modèle, hein, ça serait plus rapide. Mais bon, est-ce que finalement, la vie serait belle si on avait le modèle directement? Et voilà, on récupère ces pièces de puzzle et puis à un moment donné, on se dit, bah voilà, c'est ça, voilà qui je suis et vers quoi j'ai envie d'aller. C'est exactement ça, c'est une belle métaphore, le puzzle. Ouais, je l'avais jamais faite, mais ouais, c'est un beau puzzle, un long puzzle. Et pour réussir à trouver le modèle, ou en tout cas à le construire petit à petit, je pense qu'aujourd'hui, l'humain, en tout cas l'humanité, a besoin quand même d'outils, au-delà du temps et du chemin, de se prendre les pieds dans le tapis, de se prendre des fois des murs, de se faire mal. Malgré tout, on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils que nos parents avaient beaucoup moins, hein. La PNL est née dans les années, fin des années 70, début des années 80. Tous les outils, tout l'accès à la connaissance aujourd'hui, tout l'accès à l'information, tout l'accès à des thérapies, à des programmes, etc. Nos parents n'avaient pas tout ça, donc forcément, eux, ils ont dû, et quand on leur parlait d'épanouissement, nos parents, souvent, c'était mais vraiment la dernière roue du carrosse, quoi, hein. C'était d'abord la pyramide de Maslow, hein, tu connais bien, hein, se chauffer, s'éclairer, se nourrir. Après, éventuellement, si on est chanceux et que vraiment on a du temps, ben, on va commencer à s'intéresser à une vie sociale et à des choses qui nous font plaisir. Mais vraiment, c'est vraiment quand on se l'accorde et ça reste du rarissime. Donc nous, on a la chance d'être dans un monde, des fois, avec trop d'infos, mais malgré tout, on ne peut pas dire qu'on n'a pas l'info qui nous permet d'aller chercher bah, ces pièces de puzzle ou cette manière de construire notre propre puzzle. Mm. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Écoute, c'est une bonne question. Encore une fois, tu as vraiment des questions qui sont top, Charlotte. Je pense que j'ai eu la chance de ne jamais me poser cette question parce que pour moi, c'était inné de me dire, bah, c'est moi. C'est moi, c'est pas parce que lui, il l'a fait que moi, je peux pas le faire. Donc, naturellement, il y a un gars qui a traversé un océan à la nage.
bah, moi, je vais le faire aussi. J'ai envie de le faire, donc je le fais. Euh, Jamais fondamentalement, cette question, pour moi, elle a été quelque chose une question sur laquelle j'ai dû me poser et vraiment y répondre. Ça a été plus, ça me parle, j'ai envie de le faire, je vais le faire, c'est sûr. Maintenant, j'ai besoin de quoi pour réussir à le faire? C'était plus dans le comment que dans le pourquoi. Même si tu me poses cette question, bon, déjà, c'est le titre de ton podcast, mais pour moi, ça concerne quand même au moins, selon moi, 80% des gens. Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que moi, je serais pas capable ou je ne pourrais pas changer de vie, changer de métier, changer de mari ou de femme parce que je me rends compte que ma relation n'est plus bénéfique pour moi, changer de pays, changer d'attitude, changer de comportement, changer. Pourquoi pas moi finalement et pourquoi ce serait quelqu'un d'autre? J'en parle d'ailleurs dans ma conférence. J'ai une de mes questions qui est pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas maintenant? Mais le pourquoi pas, le pourquoi pas fait partie des questions qui à la fois dérangent et qui à la fois nous amènent à une grande source d'inspiration et de réponses. Euh, Moi, j'ai toujours eu la chance, de manière naturelle, de plus être sur le OK, comment est-ce que je vais le faire? Le pourquoi pas, c'est sûr que si j'ai l'instinct, j'ai envie, je le suis et boum, j'y vais. Tu sais, moi, je suis bélier de signe astrologique. Je sais pas si l'astrologie, c'est un truc qui te parle. Moi, je suis pas non plus addict, piqué à l'astrologie, mais je vois Ah, quand je trouve même ça souvent fascinant. Enfin, vraiment, quand tu te plonges un peu dans ça, je trouve que c'est incroyable. Ah ouais, ouais. Moi aussi, alors moi, clairement, je passe pas nécessairement beaucoup de temps là-dessus, mais comme j'ai des gens autour de moi qui s'intéressent à cette thématique-là et qui des fois font des parallèles, des liens, bon, forcément, à un moment donné, tu as envie de croire à ce que tu veux croire aussi, hein, c'est logique. Donc, t'es un peu, des fois, ça peut être un peu biaisé, mais en tout cas, chez les béliers, il y a quand même un courant qui est assez clair chez les béliers, c'est que globalement, c'est une bête à cornes et que quand elle a un truc en tête, elle va de toute façon C'est foncer. Alors, foncier. la particularité des béliers, c'est que souvent, on se prend des murs, hein. On se prend des murs et puis on se relève. Le mur, soit on casse le mur, soit on se casse nos cornes, mais dans tous les cas, souvent, il y en a un des deux qui est cassé. Quand on casse le mur, bah, c'est bien, on continue à avancer jusqu'au prochain mur qu'on n'arrive pas à casser, mais en tous les cas, souvent, on n'a pas un tempérament, en tout cas, moi, pas du tout, un tempérament de me dire est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais pas échouer? Est-ce que j'ai la chance de naturellement jamais avoir été dans ce tempérament-là? Donc j'y vais, je fonce, et tant que ça passe, hein. C'est comme les pièces dans le jukebox, hein. Tant que je gagne, je continue à jouer, tu vois. Et puis bah, des fois, ça passe pas, donc je me tape le mur, ça me fait très mal. J'ai les cornes de cassé, mais j'ai aussi souvent une patte ou deux pattes de cassé, donc juste le temps pour le coup, de m'arrêter, de me soigner. Et une fois que je suis de nouveau sur les pattes, je me dis, bon, la prochaine fois, peut-être que le mur, je le prendrai, mais peut-être un peu moins violemment. Ou si je peux sauter au-dessus ou à côté, je vais le faire. Mais non, j'ai plutôt un tempérament où je fonce. Je fonce, mais forcément, avec les années, à 45 ans maintenant, avec plus de maturité, plus de sagesse, plus de regard sur les autres, sur moi-même, sur les murs, justement, que je vais pouvoir me prendre. Ça ne veut pas dire que ça me freine, mais, euh, mais je le fais avec plus de recul, plus d'intelligence, je pense, plus de sagesse. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir dans ta vie et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui? Ouais, j'en ai beaucoup, mais si je devais t'en sélectionner un pour ton podcast et ce moment qu'on partage aujourd'hui, c'est si tu sens l'appel à l'intérieur de toi, écoute-le et n'écoute pas l'appel des autres. N'écoute pas ce que les autres veulent te dire. Parce que souvent, la seule et unique vérité, elle est à l'intérieur de toi. Elle est même pas à l'intérieur de tes parents, de ton père, de ta mère, ou de ton mari, ou de ta femme, ou de tes gosses. Elle est à l'intérieur de toi. Et si tu l'écoutes parce que tu en es convaincu, parce que cet appel, il est venu plusieurs fois dans ta vie, c'est que ça ne pourra que être positif pour toi, quelle que soit l'issue de ça. Moi, j'ai la conviction que dans plus de 80 ou 90% des cas, c'est le bon chemin, donc enfin, forcément, ça va t'amener là où tu veux aller. Mais même si, admettons, la fin du chemin n'est pas, entre guillemets, positive, le chemin par lequel tu seras passé t'aura appris tellement de choses que tu en sortiras largement assez grandi pour trouver finalement
ce pourquoi tu es fait et là où est-ce que tu veux aller. Donc, c'est euh, c'est Will Smith, tu sais, cette scène dans le film À la recherche du bonheur, ou à la poursuite du bonheur, pas à la recherche, à la poursuite du bonheur, où il joue, je sais pas si tu te rappelles de cette scène où il joue au basket. Mm. Il joue au basket et à un moment donné, il le challenge un peu parce que son fils adore le basket, son ballon de basket, son gamin, comme il a aucun moyen, c'est son seul jouet, c'est son ballon de basket. Et à un moment donné, le gamin, il joue et puis, je sais pas, il fait mal quelque chose. Et à un moment donné, son père, il lui dit, mais tu vois, t'es pas capable de faire ça, ou tu fais pas telle ou telle chose, ou t'es pas bon dans ce que tu fais, etc. Et le gamin, il est là, il s'arrête et il est dépité. Et en fait, il prend un peu de recul, il se rapproche de son gamin et il lui dit, écoute-moi bien, si tu as un rêve dans la vie, ne laisse jamais personne te dire l'inverse, ni de te mettre des barrières vers ton rêve. Personne. Et il s'arrête, il le regarde et lui dit, même pas moi. Alors qu'à ce moment-là, son seul modèle, la seule personne qu'il a dans sa vie, parce qu'à ce moment-là, le gamin, il va même plus à l'école, c'est son père. Et il lui dit, alors bon, il se met à pleurer, le gamin se met à pleurer, c'est une scène absolument magique. Ah, il faut voir ce film, il est magnifique. Et tu vois, j'en parlais de cette scène-là au tout début dans mes premières conférences. Aujourd'hui, j'en parle plus, mais c'est vraiment une scène de cinéma qui m'a ému et qui m'a touché quand tu vois un père dire à son enfant, si tu as un rêve, ne laisse jamais personne de le briser, même pas moi-même. C'est, voilà, c'est un peu j'ai envie de te dire, l'image, la métaphore que j'ai envie de laisser en réponse à ta question. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Hmm, le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Hmm, une bonne question, hein. Tu me challenges bien un vendredi matin, toi, juste avant le week-end. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. hmm, Surtout que j'envoie pas les questions avant, c'est ça que je préfère Ouais, garder ouais, la c'est ça, c'est spontanéité. ça. Écoute, j'ai pas la sensation qu'on m'ait donné tant de conseils que ça, mais peut-être si je dois creuser, et c'est pour ça que j'ai mis du temps, je mets du temps à répondre à ta question. J'ai la sensation que c'est celui-là de mon père quand j'avais 14 ans. T'imagines, ça fait plus de 30 ans maintenant. Waouh, j'ai dû remonter là. T'as vu ce qui s'est passé dans mon cerveau là, en l'espace de quelques minutes, c'est incroyable. Euh, Avant mes 14 ans, donc l'année de mes 13 ans, j'allais à l'école, j'avais plus de sac à dos, j'avais plus de livres, j'avais même plus de trousse. J'avais, je commençais mes années, tu sais, scooter, mobilette, etc., où tu commences à goûter à la liberté. Et l'école, pour moi, c'était du grand n'importe quoi. Donc, mes parents étaient dans un combat absolument incroyable sur le fait d'essayer de me laisser sur un chemin de scolarité à peu près normal, hein. Ils luttaient comme des dingues. Et à ce moment-là, mon père me dit, écoute, ton grand-père et moi, on a vécu une expérience scolaire très très difficile qui était l'internat. Et donc ton grand-père l'a vécu, moi je l'ai vécu. Déjà moi un peu moins violent que mon grand-père parce que mon grand-père il rentrait je crois une fois par an, je crois, ou deux fois par an. Mon père rentrait une fois par trimestre. Et moi arrivait le moment où j'avais la possibilité d'y aller. Et donc on part pour aller visiter cet internat-là. C'était, je sais pas si tu as vu le Cercle des poètes disparus, mais c'était un peu le même esprit, avec des bâtiments en bois d'il y a 300 ans, le truc hyper vieillot, où c'était la religion qui était je dirais, l'axe principal de l'éducation. On devait prier tous les jours, prier avant chaque repas, se faire confesser une fois par semaine, faire des frères, etc. Et mon père me dit, donc on va visiter ce truc-là. Moi, je suis dépité hein, totalement, hein. J'ai une vie de gamin de 14 ans qui commence à découvrir les sorties, les potes, l'autonomie, la sexualité, etc., etc. Et je me retrouve dans un endroit où j'allais être dans une prison qui était ouais, c'est ça, une espèce de monastère, une église vivante, hein, avec des cours d'école, des cours de sport, etc. Et à ce moment-là, j'ai une partie de moi, j'ai une toute petite flamme à l'intérieur de moi-même qui me dit, c'est peut-être la bonne solution pour toi parce que tu es vraiment en train de dérailler.
Tu es vraiment en train de te laisser aller et ce que tu es en train là de faire va avoir un impact sur toute ta vie. Et à ce moment-là, mon père me dit, et tu vois, je suis pas conférencier pour rien parce que tu me demandes un conseil, donc je te raconte un peu toute l'histoire du truc. Mais mon père me dit, si maintenant tu choisis pas de prendre ta vie en main et de prendre cette décision d'y aller, moi je ne te le forcerai pas. Mais si tu prends pas la décision maintenant de te prendre en main et de prendre cette première bonne décision dans ta vie, eh ben, il y a une grande probabilité que tu vas passer à côté de toute ta vie qui va suivre. Donc maintenant, c'est toi qui vas la prendre, mais prends-la en ton âme et confiance. Tu viens d'avoir 14 ans. Si tu prends pas la bonne décision maintenant, cette décision-là, probablement, on n'est jamais sûr de rien, mais ça va avoir un impact extrêmement important sur le reste. Et j'ai écouté le conseil de mon père. Je suis parti vivre cette année d'internat. Ça a été une année très difficile, mais en même temps, une année qui a été complètement transformatrice pour moi. Déjà, physiquement, j'ai pris 20 centimètres en un an. J'ai appris une discipline de prêtre parce que j'ai vécu qu'avec des frères et des prêtres pendant une année. Euh, je me levais tous les jours à la même minute. Je mangeais tous les jours à la même minute. Je faisais du sport à la même minute et je m'endormais tous les jours à la même minute. Et c'est pas une blague. C'était l'armée, quoi. C'était l'armée, mais dans une ambiance, je dirais, de monastère, une ambiance d'église. Et quand je suis sorti de là, j'ai commencé mon périple pour recommencer à prendre goût un petit peu à travailler, à avoir des résultats, parce qu'avant ça, j'avais aucune notion de ce que c'était travailler à l'école et m'investir à l'école, hein. Dieu sait qu'après, je suis allé loin, comme je te l'ai dit, mais comme quoi, il faut jamais renoncer avec les enfants, hein. Et que moi, je dis souvent à des parents, des fois, qui sont désespérés, leur dire, vous savez, moi, j'ai commencé à travailler à mon année de terminale et j'ai fait un bac plus 5. Donc, ça dépend vraiment du chemin de la personne et de comment est-ce qu'on l'accompagne. Voilà. Voilà peut-être mon plus beau conseil. Dans la vie, c'est quoi tes peurs? Alors, c'est intéressant de demander ça à un conférencier qui travaille sur le fait d'accompagner les gens, sur le fait de ne plus avoir peur. Euh, Mes peurs, moi, fondamentalement, pour moi, j'en ai pas, je pense ne plus avoir de peur profonde. Euh, c'est plus peut-être une peur liée à l'environnement, qui sont indépendants de moi et comment est-ce que je devrais réagir face à un Covid qui va arriver. Par exemple, le Covid, ça a été une période qui n'a pas du tout été agréable ni positive à vivre par rapport à ma personne, au fait d'aimer les gens, de sortir, d'enseigner, de communiquer, d'explorer, voilà. Moi, c'est comme si tu prends un lion et que tu le mets en cage, ben, petit à petit, il s'éteint, il s'endort, il se tue jour après jour. Voilà, c'est la sensation que Donc, moi ça me parle bien. ça te parle bien, voilà. Donc, j'ai fait des choses quand même. Ça a été malgré tout, hein, sans faire de jeu marketing, ça a été une période enrichissante pour moi parce que on a créé Coach My Aventure pendant le Covid. J'ai écrit pendant le Covid, on s'est développé pendant le Covid, mais ça a été une période extrêmement challengeante, extrêmement dure pour moi à vivre. Je pense que je me rappellerai de cette période-là jusqu'à la fin de ma vie, comme mes grands-parents se rappelleront de la guerre ou d'autres trucs, avec une intensité bien entendu différente parce qu'on n'a pas été enfermé dans des caves et dans des greniers pendant 2 ou 3 ans, mais euh, mes peurs, c'est plus par rapport à un environnement et je dirais comment je peux gérer une situation globale par rapport à mes enfants aujourd'hui. Euh, Mes enfants aujourd'hui font partie d'une d'une des peurs que je peux avoir bah, ça dépend pas de moi nécessairement, mais ça dépend de ce que eux ils vont vivre, ce qu'eux ils vont faire. Alors je les accompagne au quotidien, je leur donne un maximum de billes, de tips, d'outils, de valeurs pour qu'ils puissent être le plus armés possible demain. Moi, après, j'ai envie de te dire, je suis dans une dynamique où j'aime avoir peur. J'aime avoir peur et souvent la peur, pour moi, c'est un énorme booster. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, si je commence à ressentir d'une manière ou d'une autre de l'anxiété, parce que je reste un être humain et heureusement que j'en ai d'ailleurs, en général, quand moi j'ai de l'anxiété, c'est un starter, quoi. C'est-à-dire que ça me boum, ça me propulse, ça me pousse vers un truc tout de suite de take action, tu vois, de passer à l'action et de m'engager, des fois d'arrêter de procrastiner, même si moi je procrastine pas tant que ça, mais par rapport au commun des mortels, mais, euh, mais voilà, après, fondamentalement, j'aime avoir des peurs viscérales du vide, du noir,
des peurs du quotidien des gens. J'aime ça et je me nourris avec ça. Donc, c'est plus des peurs profondes liées à, comme je te l'ai dit, à un environnement ou à mes enfants ou voilà. C'est quoi tes prochains défis? Donc, défis sportifs, on sait cet été, mais tes défis dans la vie tout court. Défis sportifs, je t'en ai parlé. Les défis pro, écoute, il y en a pas mal. Hein, 2024, là, on est en train de finir une nouvelle conférence qui va plus parler de mes aventures et des différents défis que j'ai pu faire sur ces dernières années. On est sur un programme de formation en ligne aussi qu'on va lancer sur ces prochains mois, là, avant l'été, le temps de terminer de les tourner et de les mettre en ligne. Et puis, ce grand projet qui me tient à cœur depuis très longtemps et sur lequel, voilà, il y a vraiment de la difficulté, beaucoup de barrières, mais forcément, je vais avoir des réponses à un moment donné, c'est le spectacle pour le grand public. Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais pas de la conférence classique, mais je fais vraiment de la conférence spectacle. Et, euh, j'ai pour conviction que ce spectacle, il doit être donné au grand public, comme tu peux aller voir un spectacle de magie, une pièce de théâtre ou un concert de danse classique, ou un concert, pardon, ou de la danse classique. Aujourd'hui, aller t'ouvrir à du divertissement, mais sur du fond de développement personnel, pour moi, ça a beaucoup de sens et ça a beaucoup de sens depuis des années. Pour l'instant, c'est pas nécessairement le goût des producteurs, entre guillemets, connus pour faire du grand public. Donc voilà, on avance dans ce chemin et dans cette quête-là. C'est ce qu'a fait Paul Devendre avec Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Exactement. Et il a lancé aussi une autre conférence qui s'appelle En route vers le bonheur, je crois. Euh, Ah, ça ouais, m'étonne pas de lui. Ça m'étonne pas de que je lui. suis allée Je voir savais cet pas qu'il l'avait fait. été. Et c'est justement, il parle de la pyramide de Maslow en disant que la pyramide de Maslow, en fait, elle est complètement inversée. C'est hyper intéressant. Ah ouais. Mais c'est quoi? C'est une conférence ou C'est comme Les hommes viennent de Mars, c'est un one-man show où il est tout seul, c'est un seul en scène en fait. Ouais. Donc c'est en mode conférence, mais enfin, il a repris sa façon de faire des hommes viennent de Mars et des femmes de Vénus en version En route vers le bonheur. Ah, génial, génial. Bah, c'est intéressant que tu me dis ça. Je savais pas qu'il avait fait ça. Ouais. Et j'essaierai d'aller le voir. J'étais allé voir moi les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, forcément. Écoute, ouais, moi, c'est un peu la même chose. On est sur quelque chose de très spectaculaire parce que, voilà, tout ce qui est mise en scène, direction artistique, etc., c'est ma came. Donc, mais effectivement, le donner à monsieur et madame tout le monde, c'est quelque chose qui me parle énormément. Quand je donne mes conférences en entreprise, en face de moi, avant d'avoir des collaborateurs d'entreprise, j'ai des hommes et des femmes qui sont des êtres humains à part entière et qui sont touchés, qui sont émus, qui sont, pour certains bouleversés, qui sont émoustillés par ce qu'ils ont pu voir, goûter ou entendre. Et donc, voilà, le projet, en tout cas, si c'est pas 2024, ce sera 2025. Mais voilà, le nouveau spectacle, il est finalisé, il est écrit, même les images sont finalisées aussi. Maintenant, j'ai pour projet de pas faire ça seul, mais vraiment avec un producteur dont c'est le métier de faire du grand public. Parce que c'est un autre métier que l'entreprise. Moi, j'ai toujours fait que de l'entreprise. Et aujourd'hui, produire un spectacle pour le grand public, c'est une vraie machine. C'est une autre machine que l'entreprise. Je pense aussi à une autre personne, parce que donc Paul, je l'ai interviewé, et il y a aussi une autre personne que j'avais interviewée qui s'appelle Valérie Pastre, Ouais. qui est comédienne et qui a fait aussi un one-man show se tourner sur tout ce qui était écologie, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Alors, j'ai pas eu la chance de pouvoir voir son spectacle parce que quand je l'ai interviewé, c'était post-Covid. Donc, à ce moment-là, il y avait plus de. Mais bon, j'avais vu des extraits en ligne. Et elle avait réussi à trouver en effet une productrice, quelqu'un de vraiment bien placé. Donc, on en reparlera si tu veux hors micro. Ah ben avec grand plaisir. Ouais, si t'as un contact, je suis preneur hors micro, comme tu le disais, avec plaisir. Si une personne nous écoute là, qui est dans sa zone de confort inconfortable, qui hésite à sortir de cette zone de confort, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme conseil? Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que deux choses. La première chose, c'est le premier pas. La zone de confort, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, comment toi, Nicolas, qui, en tout cas, de ce que tu montres, a toujours confiance en toi, comment est-ce que tu peux avoir plus confiance en toi? J'ai envie de reprendre cette métaphore du chinois, de ce vieux sage chinois qui dit, si tu veux connaître le goût du miel, trempe ton doigt dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu rêves
Tu rêves d'écrire un livre, commence à écrire la première page de ton livre. Tu rêves de jouer de la guitare, commence à prendre une guitare en main et faire quelques notes comme ça, sans rien, commence à t'approprier les choses, passe à l'action. Ce qui va se passer pour la personne qui va sortir de sa zone de confort, c'est que le fait de faire le premier pas, qui souvent est le plus difficile, hein. Pas physiquement, mais en tout cas mentalement, c'est le plus difficile. Parce que tu te mets une montagne, parce que tu t'imagines plein de choses, parce que ton inconscient te bloque, te met un certain nombre de freins, de limites, de croyances, etc. Une fois que ce premier pas est fait, ben, la personne elle va rentrer dans une zone d'apprentissage. Elle va commencer à apprendre petit à petit, à y prendre goût. Ah voilà, je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Je l'ai fait 2 fois, je peux le faire 4 fois. Je l'ai fait 4 fois, je peux le faire 8 fois. Et il commence à s'installer petit à petit une espèce de routine, une espèce de, une espèce de plaisir qui commence à s'installer, à se dire waouh, génial, ça fait des années que je rêve de faire du yoga ou de la moto ou de la guitare ou autre chose, ou passer du temps avec les enfants ou lire ou n'importe quoi finalement. La personne commence à apprendre et à un moment donné, elle va passer dans ce qu'on appelle une zone de panique. C'est-à-dire cette zone-là de ben, j'y arrive pas, je suis pas assez bon, je vais être mal jugé, je me flagelle, à quoi ça sert, ça n'a pas de sens, je prends des risques, ça paye pas, etc., etc. Et c'est dans cette phase-là que la plupart des gens abandonnent. Ils abandonnent dans cette phase qui est difficile parce que elle te met en doute, elle te remet en question, elle est challengeante sur toi, sur ton environnement, sur tes finances, sur ton argent, sur ton rapport aux autres, sur ton rapport à ton image que tu donnes à la société, sur ton image que tu donnes à la famille. Et la magie, elle se produit juste après. La magie, elle se produit dans le moment où tu as réussi à passer cette phase. Il y a 10 000 manières de la passer, cette phase de panique. Euh, Certains la combattent psychologiquement, d'autres avec des outils, d'autres avec de l'argent, d'autres avec un support familial, d'autres avec du lâcher-prise. Bref, je pense qu'il n'y a pas une clé magique, il y a un ensemble de plusieurs éléments, de plusieurs clés qui te permettent de passer cette fameuse zone de panique et de te lâcher et de te dire, OK, bon, maintenant, de toute façon, en faisant ça, je suis la bonne personne, je suis au bon endroit au bon moment. Et à un moment donné, ça s'aligne, ça marche. Pour certaines personnes, ça prend une semaine. Pour d'autres, ça prend 5 ans, ou 3 ans, ou 6 mois, ou 2 ans. Mais à un moment donné, ça fonctionne. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est ta question de départ, c'était pour ceux qui ont peur de sortir de leur zone de confort, c'est Ouais. ça, hein. C'est faites le premier pas. Faites le premier pas, trouvez la cause racine, votre motivation racine à pourquoi est-ce que vous avez envie de le faire. Ça va vous permettre de faire ce premier pas. Et le fait de faire ce premier pas va vous permettre d'inverser la roue. Au lieu d'être dans une sphère euh, négative et de déconstruction, vous allez petit à petit être dans une sphère positive, être dans un schéma constructif plutôt qu'être dans un schéma qui vous fait stagner ou qui vous tire vers l'arrière. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Ouais, j'en ai plusieurs forcément. Alors j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire qui a piqué mon fromage de Spencer Johnson, qui est la version anglaise, c'est Who Moved My Cheese. J'ai envie de dire trouver le sens de sa vie de Viktor Frankl. Et peut-être un troisième que j'avais en tête juste avant. Euh, Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Voilà, j'en ai donné trois. Tu m'en as donné un, je t'en ai donné C'est trois. pas grave. En même temps, on a été bien bavard depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça. Tu m'as dit 2 heures max. Attention, il te reste 6 minutes, hein. Ouais, ouais, j'ai vu. Il te reste Et six maintenant, on minutes. arrive sur la dernière question. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Ah, ça c'est beau ça. À qui j'ai envie de dire merci et pourquoi? Euh, Waouh. Euh, j'ai envie de dire merci et pourquoi? Bah, j'ai envie de dire merci à ma femme parce que c'est avec elle que je partage mon quotidien, parce que c'est elle qui est là avec moi depuis des années, parce qu'en plus on travaille ensemble. Donc c'est elle qui est là dans les bons moments, dans les moments d'euphorie, dans les moments de victoire, dans les moments de succès, mais aussi qui est là en permanence dans les moments
en fait, qui est là dans tous les moments immergés de l'iceberg que tu vois pas, parce que les gens voient que le côté submergé, hein. Ils voient que le waouh, le clinquant, la réussite, le beau, le oh, waouh, il a fait ça, c'est incroyable, il est sur scène, il a fait telle et telle chose, etc. Mais comme moi, tu le sais, ça représente quoi, 10%, 15% en général du chemin, hein. 80-85%, c'est tout ce qu'on ne voit pas au final. Et qui fait que si tu n'as pas un partenaire, un compagnon ou une compagne à tes côtés qui croit en toi, qui te soutient, qui te booste, qui te permet des fois de te reposer, de poser ta tête sur une épaule, en fait, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, donc voilà, un merci comme ça. Merci Voilà, cœur avec les mains. c'est ça. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, pour me retrouver, ils peuvent me retrouver partout, sur tous les réseaux sociaux connus. Celui-là que moi j'utilise le mieux, le plus et sur lequel je suis le plus souvent, c'est LinkedIn. Maintenant, on est aussi très présent sur Facebook, sur Instagram. J'ai une chaîne YouTube qui compte presque 8 000 abonnés maintenant. Donc, les gens qui veulent plus me découvrir, pour le coup, si vous voulez avoir accès à ma vidéothèque, vous allez sur ma chaîne YouTube Nicolas Felger. Voilà, vous avez mon nom, mon prénom, Nicolas Felger. C'est assez simple. Là, vous avez accès à tout un tas de vidéos. Pour ceux qui veulent découvrir mon parcours en intégralité, c'est LinkedIn. Et pour ceux qui veulent un peu un melting pot de tout, qui je suis, ce que je fais, un peu une bio, etc., vous avez mon site internet www.nicolasfelger.com. Voilà, c'est facile. Du moment où vous avez mon nom et mon prénom, de toute façon, vous me trouvez C'est partout. la clé de tout. La clé de tout, voilà, c'est ça. Top. Et puis, je mettrai les liens sur le site pourquoipasmoi.co également. Ouais, ce serait chouette. Et surtout, bien entendu, j'espère que tu vas me partager ce podcast pour Avec que je grand plaisir, évidemment. que moi aussi, je puisse le partager auprès de tous mes auditeurs, pour ceux qui vont avoir le courage de passer 2 heures avec Nicolas Felger. Il y en a qui vont le regarder en 4 ou 5 morceaux, il y en a qui vont le regarder en accéléré. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un moment délicieux avec toi, Charlotte. Vraiment, faut le dire aux auditeurs, on a dû être tenaces tous les deux pour le C'est faire. ça. L'univers n'a pas voulu qu'on se parle. Ça a été compliqué. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'annule une interview au moment de l'interview. Alors parfois, on s'est dit avec l'invité, non, t'as l'air KO, donc on reporte et tout, mais de devoir annuler le jour de l'interview au moment T, voilà. Donc merci pour ta résilience et le fait ce matin, on a réussi à se connecter à l'heure, mais c'était les Zoom qui ne voulaient pas marcher. Donc non, C'est on a ça, été c'est aidés, mais ça. écoute, j'ai passé un super moment également avec toi. Un immense merci. Merci à toi, Bravo. Charlotte. Je te souhaite aussi à toi le meilleur. J'aurais aussi aimé, tes questions étaient tellement pertinentes que j'aurais aimé aussi te poser à toi les mêmes questions que tu m'as posées. Mais peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de partager un déjeuner ou un dîner ensemble sur un prochain passage à Marseille. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci Hein. Nicolas. Merci à toi. Prends bien soin de toi. Merci pour ce beau Merci. moment, en tout cas. Continue à briller et donner cette lumière. C'est magique. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Salut. Salut, Charlotte. Bye bye. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire pourquoi pas moi ?